À tous et bienvenue à l'écoute du nouveau podcast du Club Paname, le 57e du nom. Pour m'accompagner ce soir, Basto, qui revient dans l'analyse après avoir rongé son frein aux manettes de la présentation lors des épisodes précédents. Salut Basto, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien, oui, de retour. De retour aux commentaires, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, évidemment. On s'excuse d'avance de ce qu'il va dire. Drayas, qui après s'être endormi devant Toulouse PSG dimanche, s'est à peine réveillé mercredi, malgré les commentaires ubuesques de l'ami Bogossian pour la qualification des Rouges et Bleus face à Nantes en finale de la Coupe de France. Dernier piment dans la marmite d'ennui qui accompagne la fin de saison, encore une fois purement hexagonale et en roue libre, de notre club adoré cette année. Alors Drayas, heureux? Alors on va faire simple. Disons que le match de dimanche, je l'avais raté et j'ai dû me le refaire en replay. Oh merde. Tu dois être le seul à avoir revu cette purge, même en replay. Ouais, ça c'est clair. Et enfin Lionel qui tente, bon gré mal gré, de se faire une petite place à côté des deux impénitents bavards, tonton flingueurs de nos soirées. Salut Lionel, ça va bien? Ça va bien, merci. Je constate que tu m'as abandonné dans la cage au lion aujourd'hui. J'ai droit Tu au vas voir, cocktail. tu vas voir la cage au lion, tu vas voir ce que c'est. J'ai droit au Pour l'idée cocktail. que nous traite de bavard, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. J'ai droit au cocktail pastoriste Drias Basto ce soir. Oh là là là. Mais il en parle un petit peu moins de Pastor qui était aux abonnés absents depuis un petit moment. C'est pas grave. Alors au sommaire de ce podcast ce soir, les deux matchs de la semaine, celui de championnat avec Toulouse PSG, puis ensuite la demi-finale de la Coupe de France entre PSG et Nantes au Parc. Et puis notre gros plan du jour où nous nous interrogerons sur l'état des lieux et l'avenir du projet sportif du club, après les doutes exprimés à ce sujet par Daniel Alves mardi dans le Parisien, tandis que le mot d'ordre de notre chère équipe dirigeable semble être, malgré ce nouvel échec européen, on ne change pas une équipe qui perd. Bon, on va commencer tout de suite par l'analyse des deux matchs, avec d'abord Toulouse-PSG. Survenant après une pause de 15 jours pour cause de trêve internationale, ce match était de surcroît compliqué du fait des nombreux blessés encore indisponibles, notamment dans la division offensive. En effet, pas moins de 6 titulaires potentiels étaient absents: Alves, Meunier, Neymar, Di Maria, Cavani et Draxler. Au final, on a assisté à une petite victoire 0-1 grâce à l'insatiable Mbappé, qui a revêtu une fois encore la cape du super-héros pour marquer à la 74e minute son 27e but de l'année en 24 matchs de Ligue 1. Après cette rencontre, Paris possède 20 points d'avance sur son second Lille, avec un match en moins, et pourrait même être sacré champion dès la prochaine journée, dimanche à Strasbourg, égalant le record de Laurent Blanc. Vive l'autoproclamée Ligue des talents Conforama. Alors, on va commencer par nos rubriques habituelles. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Lionel, tu démarres. Déjà la victoire, on va dire que c'est la première chose. Avec un clean sheet, comme aime souvent le rappeler Areola dans ses tweets, qui aime souvent dire victoire avec le clean sheet. Et puis Mbappé qui continue sa série de buts, il me semble que c'était son 6e match. Oui, mais je crois que c'était son 6e match d'affilée en championnat avec au moins un but. Oui. Égalant le vieux record de Carlos Bianchi auquel j'ai assisté. Tout à fait. Donc on va dire que dans ce match, on va retenir que ça de manière positive. Après, on va parler d'autres choses après. Basto? Moi, si je disais la victoire, je serais un peu focus avec moi-même. Je ne suis même pas apprécié la victoire. Pour moi, le record de points, tout ça, je m'en fiche un peu, à vrai dire, maintenant. Donc, ça va être très simple. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce match? Mes pentes de lèvres qui m'ont aidé à endurer ce match et le coup de sifflet final qui m'a permis d'aller me coucher. Bon, c'est clair. Drayas? Moi, je pensais que mes partenaires allaient être plus bavards, donc j'avais noté tout a été dit et collectivement, j'ai pas aimé grand-chose. Quel enthousiasme délirant pour ces derniers matchs de fin de saison. Alors, il y a peut-être des choses, si vous n'avez pas aimé grand-chose, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas aimé du tout. Basto, tu démarres? Ouais, je vais être un peu plus complet là-dessus. Pour moi, il peut exister des matchs ennuyeux mais qui sont maîtrisés, ou à l'inverse, des matchs qui ne sont pas maîtrisés mais qui peuvent être haletants. Là, on a eu un peu le combo ni maîtrise ni folie. C'était un match vraiment très terne, expliqué, comme tu l'as dit, par notamment les nombreuses absences, puisqu'en plus des blessés, il y avait Verratti et Silva, notamment, qui étaient hors pot. Mais malgré ça, on a vu des transitions, que ce soit défense-milieu ou milieu-attaque, qui n'existaient pas. On a souvent cherché à allonger, et malheureusement, souvent avec un déchet important. Il y a eu très peu de mouvements, les joueurs étaient peu mobiles, n'avaient pas vraiment envie de jouer. On aurait dit, il n'y a pas eu de séquence collective digne de ce nom, à part peut-être le but de Mbappé.
Donc voilà, en absence de rythme, de combinaison. Et en plus, il y a eu, pour ajouter la petite cerise sur cette médiocrité, il y a eu des difficultés défensives. Car, comme on le verra plus tard, Areola a été l'homme du match ce soir-là. On a eu un milieu souvent mal placé, des défenseurs en difficulté, que ce soit Kerrer en première mi-temps et Kim Pombe qui a un peu souffert sur certains duels. Et les latéraux qui ont souffert face à la vivacité des Toulousains. Et on a aussi été en difficulté pour défendre sur les coups de pied arrêtés où Toulouse a souvent été dangereux. Lionel Drayas, non, c'était Drayas. Vas-y, Drayas. Moi, j'ai fait plus sobre. J'ai dit ce que j'ai pas aimé, c'est un jeu sans ballon de moins en moins convaincant et un jeu avec qui est toujours pas convaincant. Drayas, il est payé homo ce soir. Drayas, service minimum. Lionel? Moi, j'ai mis que c'était un match pour moi, je pense pour les joueurs qui est sans intérêt. Parce que on peut se le dire, quand on voit la moyenne de points des équipes qui nous suivent, on peut dire qu'officiellement on est champion, puisque avec 2 points par match, Lille devrait arriver à 76 points. On en avait déjà 77 lors de ce match. Donc je pense qu'on va en vivre encore 8, comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et puis on se rend compte qu'il y a la motivation n'est pas la même au sein de l'effectif. Je pense que mis à part Mbappé, qui aujourd'hui est en train de courir après un record en termes de buts et au niveau du classement des buteurs, et puis peut-être 1 ou 2 joueurs qui ont envie de se mettre en valeur pour la saison prochaine, je pense que le reste de l'équipe se prépare soit pour la Copa América ou est déjà en vacances. Dans cette mauvaise prestation, moi j'avais noté une nette différence de gabarit entre certains de nos joueurs, notamment au milieu de terrain, alors que Toulouse alignait quelques colosses qui ont largement dominé physiquement. Et puis, bien entendu, la faiblesse constitutionnelle de ce milieu de terrain, encore aggravée par l'absence de Verratti, qui fait qu'il ne peut y avoir pratiquement aucune liaison entre la défense et l'attaque. Et c'est déjà le cas le plus souvent cette année, mais c'est encore plus actuellement du fait des nombreuses absences. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais réagir à ce que disait Lionel. Olivier, je peux? Vas-y, je t'en prie. Je trouve que c'est donner un pass, enfin une carte gratuite à notre jeu que de dire qu'il se justifie par le fait que les joueurs sont pas impliqués. On peut voir à la rentrée de Marco Verratti que tout à coup on offre beaucoup plus de consistance au milieu. On peut voir certains joueurs, et non pas des moindres, et certains qui vont jouer la Copa América, comme Marquinhos, qui était peut-être un des meilleurs joueurs sur le terrain, si on enlève l'espèce de furioclasse qu'on a devant, qui est Kylian Mbappé. Tu as nommé Mbappé. Et je vois plus des limites entre des jeunes qui n'arrivaient pas à saisir leur chance. Eux, ils n'ont pas de Copa América. Quand tu prends Christopher Nkunku, qui a fait un match qui est sans dessous, c'est d'une manière générale, c'est la cohésion collective qui n'existe absolument pas. C'est même pas. Alors déjà, il y a des individualités qui sont défaillantes, mais en plus des individualités défaillantes, il y a une cohésion collective qui n'existe pas. Il n'y a aucune capacité de prise de vitesse. Il n'y a aucun appel, alors qu'on a des joueurs d'appel, excepté Kylian Mbappé, qui se retrouve à tout faire tout seul. Enfin, je veux dire avancer l'argument de la Copa América, je trouve qu'elle a bon dos, la Copa América, parce que je pense que la problématique est bien plus profonde que ça. Au-delà de la Copa, quelle est la motivation quand tu es mis avec des champions, de jouer ces matchs, tu reviens de sélection, tu te retrouves là. Les mecs, ils sont tristes comme nous on l'est. Hein. Ouais, mais là, encore une fois, la majorité qui sont concernés par la Copa, la majorité qui sont importants, ils ont sorti leur match, quoi, en fait. Donc, Non, mais après, je n'ai pas dit que c'est l'excuse. Je dis juste que on se rend compte qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, mis à part la finale de la Coupe de France, pour les joueurs, on voit bien que ce sont des matchs sans intérêt. Alors peut-être pas tous. Comme j'ai dit, il y a Mbappé qui court après quelque chose. Après, on le sait très bien, pour les compétitions internationales, tu as différents types de préparation. Tu as des joueurs qui les préparent en arrivant avec du rythme, en se donnant à fond en fin de saison. Et il y en a d'autres qui se relâchent et essaient de prendre un peu d'énergie pour démarrer la compétition. Marquinhos, on a pu le voir sur le match après, que physiquement, il l'a pêché, quoi. Mais je dis pas que c'est une excuse, parce que sur ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Je pense que il calculait pas, quoi. Mais je suis d'accord. Je pense qu'on aurait pu utiliser ce match aujourd'hui pour travailler en termes de collectif ou autre, mais on se rend compte que après cette déconvenue, le groupe, il a lâché. Ils vont faire le taf, ils vont faire le strict minimum.
Comme les dernières années. Et en même temps, tu vois, on a quelques matchs références en Ligue des Champions, mais des purges comme on a vu à Toulouse. Je me souviens d'un match à Saint-Etienne un peu plus tôt dans la saison où on n'était pas fameux non plus. On n'en est vraiment pas au coup d'essai. Après... On a eu quelques gros faits d'armes pour nous donner de quoi manger avant cette terrible désillusion. Mais on a eu pas mal de purges avant, alors qu'il y avait plein de choses à jouer. Et d'une manière générale, le jeu qu'on a eu en championnat n'est pas très satisfaisant cette saison. Bien sûr, je suis d'accord avec Dreyas, tous les défauts, notamment en 2019, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment gâté, et même avant les matchs contre United. Maintenant, ce genre de match où on voit, parce qu'on avait des matchs où on n'était pas gâté, mais on sentait que les joueurs étaient quand même à au moins 90%. Là, j'ai plus le sentiment de l'année dernière où Paris a plus que les 2 coupes à jouer. On voit Paris qui perd contre Rennes, qui fait nul à Caen, qui fait nul contre Lens, qui gagne quasiment plus un match en Ligue 1, puisqu'on avait le record des 100 points déjà en jeu et qu'on s'écroule là-dessus, et qui fait le taf par contre pour aller gagner les 2 coupes l'année dernière. En mode, bon, on fait le taf quand il faut et le reste. Et puis on a l'impression que tout le phénomène principal qui marque cette saison, c'est-à-dire un effectif qui est très déséquilibré, surtout au milieu de terrain, peut être compensé quand tout le monde est là. Mais quand tu as tant d'absences que ce qu'on a compté contre Toulouse, notamment la totalité de l'escouade offensive en dehors de Mbappé, qu'il s'agisse des titulaires et même des remplaçants, n'est pas là. C'est quand même pas facile d'avoir une efficacité à ce niveau-là. Et quand tu vois que tu joues au milieu de terrain avec des joueurs qui ne sont pas dans leur position où ils sont le plus à l'aise, c'est quand même extrêmement difficile d'arriver à avoir quelque chose de cohérent, alors que ça l'était déjà si peu lorsque l'effectif est au complet. Donc là, on arrive au bout du bout de ce qu'on peut faire en termes de bricolage avec cet effectif qui est mité de partout depuis 3 mercatos. Bien sûr, après Paredes et Bernat, même Bernat au milieu, ils sont titulaires dans 15 clubs de Ligue 1 sur 20. Donc ça marche en Ligue des Champions contre une Ligue 1 comme Toulouse, les 2 ils seraient titulaires là-bas. Donc je pense pas que ce soit non plus. On voit Paredes, sûrement on va en reparler, qui est pas au top. Bernat, on voit qu'il a quand même des difficultés de positionnement au milieu de terrain. Kounkou en relayeur, on sait que ça marche pas. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont soit déficients, soit mal positionnés. Difficile d'avoir du lien dans ces conditions-là. Bon, on va avancer un petit peu avec vos 3 tops, mais vu les appréciations que vous avez, je me demande si vous avez trouvé des tops dans ce match. Dreyas, tu commences? Moi, j'ai même t'en trouvé 4. Non. C'est des vrais tops, c'est pas des top flops, c'est pas des tops partiels, c'est des vrais tops. J'ai un top de cœur. Et un top très partiel, mais après, j'ai 3 vrais tops. Je vais me lâcher un petit peu plus. J'étais très court avant. Kylian, tu le mets en 1. Il marque un but. Son but, c'est un but exceptionnel. Ce ne sera pas le but de l'année parce que visuellement, graphiquement, c'est pas le plus beau. Mais techniquement, il pourrait être dans le top 5 des buts de l'année. C'est un but fabuleux. Et ensuite de ça, tout ce qu'il fait avant, il est seul à occuper tout le front de l'attaque. Que quand on parle du front de l'attaque, c'est un peu particulier au Paris Saint-Germain. Quand on parle du front de l'attaque, on parle de nos 50 mètres aux 90 mètres derrière. Donc il est un peu le seul de 50 mètres aux 90 mètres devant. Donc il fait un match XXL et normal qu'il soit nommé en premier. Ensuite de ça, je vais nommer Marquis, qui pour moi est mon top. Ce joueur a un taux de passe réussite longue qui est supérieur à 70%. C'est juste hallucinant. On peut mettre en avant le nombre de passes longues ratées par Paredes sur ce match, mais il faut regarder le nombre de passes réussies longues par Marquinhos. Il n'en rate qu'une seule et il en tente, je crois, 6. C'est un joueur qui a des relances propres au sol qui sont vers l'avant. C'est un joueur qui a la capacité de projeter, c'est un joueur qui défensivement est capable de défendre en zone, il est capable de défendre en 1 contre 1. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne l'installe pas au milieu, en fait. On est tout le temps en train de s'occuper du truc. Pour moi, Marco, c'est un joueur qui peut absolument pas jouer en Regista, en dépit de tout ce que le monde dit. C'est trop facile de défendre sur lui quand il est en Regista. Il n'a pas la notion du tempo de jeu. Il faut qu'il soit à 2 au milieu. Et dès qu'on a Marquis et Marco, on l'a vu en fin de match. On l'a vu en fin de match contre Toulouse. On l'a vu en première mi-temps contre contre Nantes, même si Marco était derrière, mais il échangeait limite souvent avec Paredes. Donc moi, avec Marco, que ce soit dans un 4-3-4-2-1 ou 3-4-1-2, pour moi, ils sont parfaitement complémentaires. Pour moi, il manque juste pour ce système un central qui est capable d'assurer la relance et de percer balle au pied, et devant un troisième larron qui n'est pas centré sur les appels en profondeur, quoi. En troisième, je mettrai l'entrée de Marco.
Avec Marquis, les deux, ça, voilà, c'est tout simple. Hein. Quand Marco il est avec Marquis sur le terrain, que Marquis est à côté pour assurer ce qu'il faut assurer, bah Marco il brille de mille feux. Et effectivement, l'entrée de Marco, c'est celle qui débloque tout. Ça débloque où pendant un quart d'heure, tout à coup, on joue mieux, on a des possessions hautes, on arrive à prendre un petit peu de vitesse, c'est intéressant et c'est grâce à l'entrée de Marquis. Et enfin, je voulais mettre en avant Dagba qui fait un mauvais match, mais je veux le mettre en avant parce que en dépit de cette ratée, de cette prise, je sais pas combien de vents par Max-Alain Gradel au cours de la première mi-temps, c'est un joueur qui a jamais arrêté de se battre, qui a jamais rien lâché et c'est un vrai travailleur, donc j'ai des bons espoirs pour ce petit. Alors moi, je voudrais réagir sur ce que tu dis sur Marquinhos, parce que on a l'impression qu'il a joué, quand on t'écoute, au milieu de terrain tout le match. Or, il a évolué au milieu de terrain quand Silva est rentré. Mais Paredes a abandonné sa position à la relance en reculant derrière Marquinhos. Et c'est finalement Marquinhos qui a été celui qui a réussi les meilleures relances longues. Paredes était tellement en arrière qu'il faut vraiment être extrêmement précis pour arriver à balancer des ballons comme un quarterback à une telle distance. Marquinhos y arrive. Marquinhos, oui, mais plus près. Il est plus haut. Hein. Il a joué plus haut pratiquement que Paredes. Oui, je sais. Et oui, mais ceci dit, Paredes, à distance équivalente, il n'en a réussi pas une seule, alors que Marquinhos, il en réussit de 50 mètres, il n'y a pas de problème, elle passe. Mais Marquis au milieu, si, il était au milieu quand Marco était là. Après, sur le début du match, oui, je suis d'accord. Non, mais ce que dit Olivier, c'est que Marquis a joué plus haut que Paredes, même quand il était décédé. Ouais, je sais. Après, quand il n'y a pas Silva, Marquis, c'est le seul qui sait gérer la profondeur dans une défense en 3. Oui, en couverture, il reste quand même le plus sûr après Thiago. Non, on ne peut pas le faire, ça. Mais oui, mais c'est pour ça que moi je veux un troisième défenseur et je veux un troisième central. Mais je veux Marquis au milieu. De mettre Marquis au milieu. Ah, tu parlais pour le long terme. On reviendra sur l'avenir tout à l'heure. Lionel, t'es top? Alors moi j'ai mis Mbappé en 1. Je suis surpris que Darius n'ait pas parlé d'Areola, parce que je pense que sans lui on repart pas avec la victoire. Moi je suis pas surpris, mais vas-y, développe. Il fait quand même 2 très belles parades sur la tête, sur un réflexe, mais il y a aussi la sortie sur l'action de, je sais plus qui, l'attaquant de Toulouse, qui dévie du pied. Donc je pense que c'est quand même des actions de but. Vu le peu d'occasions qu'on a eu, sans ça, on peut aller 2-1. Et puis j'ai mis Marquinhos aussi. Et pour rebondir sur ce que dit Dreas par rapport à Marquinhos, quand on a la chance d'avoir un défenseur aussi complet, autant qu'on le garde en défense et qu'on recrute un vrai milieu de terrain qui soit capable de faire ce que Marquinhos fait, en plus d'avoir un défenseur du niveau de Marquinhos. Moi, je pense que son meilleur poste, c'est en défense. Il défend extrêmement bien. Et c'est au milieu de terrain je pense qu'il y en a quand même des joueurs de ce profil. C'est au milieu de terrain qu'il faut qu'on aille chercher et on a la chance d'avoir Marquinhos, qu'on lui mette un deuxième central de très haut niveau à ses côtés. Et surtout, on a tellement déploré d'avoir des centraux qui étaient timides à la relance. Tout à fait. Marquinhos a fait des progrès extraordinaires grâce à sa positionnement au milieu où il a pris d'autres habitudes. Voilà le défenseur central proactif, je reprends les termes drayassiens, qui nous manquait et qui va pouvoir se projeter, assurer des relances longues. Ça serait dommage de s'en priver, alors qu'il n'a pas non plus toutes les qualités pour être un vrai milieu défensif, le vrai milieu qui nous manque pour jouer devant lui. Pogba n'est pas d'accord avec toi, mais je vais laisser Basto répondre avant de réagir. Tu vois, c'est toi Lionel, le duo, hein, quand il y en a un, l'autre reprend le relais. Basto, à toi. À moi, alors déjà oui, moi j'ai pas de dos top à mettre, hein. J'avais mis Mbappé, Areola, évidemment, pas Areola, même si c'est vrai qu'à la relance, comme l'a dit Andrea, ça n'a pas toujours assuré, mais je trouve toujours de plus en plus rassurant dans ses prises de balles. Il les relâche de moins en moins, que ce soit dans les sorties ou dans les frappes de loin, où il les bloque sans trop de peur. Et puis j'avais aussi mis Marquis et l'entrée de Verratti. Sur Marquis, oui, j'appelle pas ça un décès proactif. Pour moi, un décès proactif, c'est un mec comme Delight ou Koulibaly qui non seulement peut être là dans la relance, mais vont faire ce que fait Kimpembe quand il monte balle au pied, ce que ne fait pas Marquis pour le coup. Moi, j'ai à réagir un tout petit peu. Sur Areola, oui, moi, effectivement, c'est un peu dur de ne pas le mettre en top, mais sur une relance, il y a une relance qui fait plein axe qui aurait pu coûter un but. Sauf 2 buts tout seul. Oui, bien sûr. Mais du coup, mettre un gardien en top parce qu'il te sauve 2 buts, mais que potentiellement il t'en coûte un, je sais pas. Moi, j'avais pas envie de le mettre en top pour ça. Après, mais on va reparler d'Areola et je dirais d'une manière plus complète ce que je voulais dire. Sur Marquis en centrale que Marquis au milieu, je sais pas, moi, citez-moi beaucoup de milieux qui sont capables de faire ce que fait Marquis au milieu. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il y a des joueurs qui sont capables de faire plus que ce que fait Marquis au milieu, mais qui n'ont pas le même profil.
mais des joueurs qui soient complémentaires avec Marco Verratti à ce point-là, c'est-à-dire cette capacité au jeu long, cette capacité en même temps d'assurer défensivement. Et j'en vois pas tant que ça qui sont à ce niveau. Des joueurs qui ont cette capacité de lance longue, de balle longue, avec un taux de réussite comme il l'a, cette capacité de systématiquement jouer vers l'avant, etc. Enfin, pour moi, il est tout à fait cohérent. Et en centrale, moi, alors déjà, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il soit proactif. Justement, quand il est central, il reste plutôt dans sa zone. On en profite beaucoup moins offensivement. Et je trouve qu'en centrale, enfin, on reviendra dessus, mais moi j'aimerais vraiment recruter un vrai libéraux, et qu'on déplace sur la droite Silva s'il reste, et la gauche Kim, parce que enfin on peut pas recruter tout le monde, mais voilà, Kim il va falloir qu'il sorte les doigts du cul. Mais Marquis, moi je le trouve très très cohérent au milieu, quoi. Ouais, le problème de Marquis Verratti, c'est toujours pareil. Et il a dans ce match joué 75% du temps en défenseur central. C'est ça qui est paradoxal dans ton analyse. Mais c'est pas paradoxal dans le sens où ce que je mets en avant, c'est déjà la partie où il joue au milieu, c'est la partie où il est avec Marco Verratti. Avec Marco Verratti, tout le monde est meilleur, ça c'est sûr. Ou peut-être que Marco Verratti est aussi très très bon parce qu'il est en train de jouer avec Marquis, parce que j'ai vu plein de matchs où Marco Verratti est pas forcément même avec un entourage aussi. C'est ce milieu-là qui est en retour contre United. Qui est vraiment intéressant. Peut-être, mais c'est aussi ce milieu-là qui a l'aller contre United, et la problématique, c'est plus le fait de manquer d'un mec devant, le truc, c'est que t'as Neymar, t'as Kylian et t'as Di Maria, t'as deux mecs qui sont bouffeurs d'appel, t'en as qu'un seul qui est organisateur, au lieu d'avoir deux mecs qui sont organisateurs et un mec qui soit des joueurs qui sont capables de faire ce que fait Marquis, mais en étant un milieu haut à la Alan, hein, tu as un plus là qui est capable de faire dans ce jeu. Alan, très bon jeu, très bon jeu. Très bonne patte. Lionel avait cité Thomas Partey de l'Atlético Madrid qui est capable de faire ce que fait Marquis, sauf que c'est un 8, donc qui est plus haut, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure répartition, quadrillage. Honnêtement, pour moi, la paire Marquis-Verratti, elle est très intéressante à partir du moment où tu mets des gens intelligents devant, et tu mets un mec... 3DC plus de 6, ça te fait 5 joueurs derrière la main. Non. Regarde l'entrée de Verratti, typiquement, regarde l'entrée de Verratti contre Toulouse. Fatigué, il faut le regarder contre Lyon, il faut le regarder contre... Et contre Lyon, ça n'a rien à voir. C'est pas simplement le joueur qui se passe comme ça. C'est juste que l'équipe n'est pas capable de se placer. Bon, on va arrêter là le mano à mano. On va passer à vos flops. Lionel, tu démarres. Alors, au niveau des flops, je pense qu'il va faire unanimité. Choupo-Moting, Nkunku et Paredes. Tu développes pas, tu restes comme ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à développer. Choupo-Moting, qu'est-ce qu'il fait au PSG? Nkunku, peut-être qu'il a pas envie qu'on se fasse un petit billet sur lui, donc il essaie de montrer qu'il a pas de niveau pour aller dans un club comme Arsenal ou autre. Et Paredes, on va développer un peu plus tard, ouais. Mais je pense que Paredes, depuis son arrivée, on n'a pas encore vu l'étendue de son talent. Basto, d'autres tops, d'autres flops ou des choses à ajouter? J'ai d'autres flops, mais je vais un peu développer. Choupo, évidemment, parce que non seulement il a une panoplie qui est très légère, c'est-à-dire que normalement, ce qu'il fait correctement, c'est contrôle, passe en retrait. Mais là, en plus, sur ce match, il a surjoué. Je l'ai trouvé soliste, à oublier des coéquipiers, à essayer de faire tout seul. J'ai l'impression qu'il comprend rien au jeu. Il y a cette séquence où Areola sauve un ballon de la tête et lui, il veut sauver le 6 mètres alors que tout le monde voit que la balle va en corner. Et un peu l'impression que dans son cerveau, il y a des bugs et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Puis on rajoute aussi son bouclé seul aux 5 mètres alors qu'il n'y a plus de gardien. Mbappé en rigole encore aujourd'hui. Donc oui, un match complètement raté de la part de Choupo. Ensuite, Paredes qui a été, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, très bas et qui était à lui d'assurer la première relance. Et finalement, c'est Marquinhos qui l'a fait. C'est Marquinhos qui a fait le rôle qui était induit à Paredes en l'absence de Verratti. Il était lent dans ses transmissions et puis il a ce déchet dans le gelon qui est normalement un de ses points forts. Il en a réussi, je crois, qu'une sur 6 ou 7 dans ce match. Et puis les balles, c'est pas qu'elles arrivaient à 1 ou 2 mètres, c'est qu'elles arrivaient à 10 ou 15 mètres de là où il voulait la mettre, que ce soit directement en touche ou directement en 6 mètres. Donc oui, un déchet très important. Et mon troisième top, ce sera les Titi dans leur ensemble, que ce soit Nkunku qui a été transparent, dominé dans les duels, que ce soit Dagba qui a été assez neutre offensivement et qui a été en difficulté face à la vivacité de Gradel. Ou que ce soit Kimpembe qui, même s'il a été mieux défensivement que ces derniers temps, a à peu près tout raté dans ses relances, dont 2 qui ont amené des situations dangereuses d'ailleurs. Donc les Titi dans leur ensemble, mis à part Areola évidemment que j'ai mis en top tout à l'heure. Et les Titi, moi je sais pas comment se passe le recrutement des Titi, mais
on a un déficit physique sur la majorité d'entre eux qui est quand même assez préoccupant. Dagba, c'est une brindille, il est incapable de gagner un duel physiquement, c'est un peu embêtant pour un défenseur. En plus, il est d'une timidité qui est un peu préjudiciable, même s'il est courageux, mais je sais pas s'il a fait un centre de la partie, hein. Je sais pas s'il a tenté un dribble sur son côté. Et puis pour Choupo-Moting, je crois que finalement la meilleure définition de Choupo-Moting, c'est celui qu'il a fait venir, Tourelle, qui l'a donné en conférence de presse, en disant Choupo-Moting, il n'avait pas de peau parce qu'il était obligé de débuter les matchs. Et que c'était pas un joueur qui était fait pour débuter les matchs, c'était un joueur qui était bon quand il rentrait à la 80e minute pour pouvoir donner tout ce qu'il avait contre une équipe fatiguée. Donc si on recrute un joueur qui ne peut pas être titulaire à la première minute, c'est quand même un petit peu préoccupant. Moi, je pense que l'endroit le meilleur, c'est quand il rentre dans le vestiaire. Le vestiaire, là, il est parfait. Raya, c'était flop. C'est du jamais vu. Choupo, alors je vais te faire des commentaires succincts, je vais faire l'entre-deux. Choupo, no comment. Paredes, espoir encore, mais pour l'instant, même pas le niveau d'une doublure. Et Nkunku qui n'a pas su profiter de l'opportunité. C'était rapide. Bon, écoutez, vous avez des choses à rajouter sur ce match ? Ouais, juste une petite réaction par rapport au Titi, par rapport à ce match et les Titi qui sont très décevants en 2019. Cette impression que dès qu'il y a des Titi qui montrent quelque chose d'intéressant, ils deviennent vite formatés. Par exemple, tous les attaquants qu'on forme sont plus ou moins le même profil. Les Ikoné, les Diaby, même les Coman, même si Coman est upgradé. Les Wa, c'est des joueurs rapides, en 1 contre 1, dribble. Mais on n'a pas l'impression que c'est des joueurs complets. Ils deviennent tous en post-formation un peu les mêmes. Et ce qui faisait de bien aux jeunes disparaissent petit à petit. Donc je ne sais pas d'où ça vient, si c'est de la formation, de la post-formation, mais il y a un problème. C'est pour ça que Dagba me donne bon espoir. Parce que justement, et puis justement, il a une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'il est disponible et il est à l'écoute et il est prêt à se planter pour progresser du fait de cette plantée. Et c'est quelque chose. Peut-être. Mais c'est je crains que physiquement, il ne passe pas. Il est vraiment sous-dimensionné pour du foot de très haut niveau. Après, si on peut juste faire un aparté sur les Titi, aujourd'hui, sur la formation, on vit toujours sur ce qui a été entrepris par Cologne Capital, puisqu'on se rend compte que quand on voit les joueurs qui ont percé, que ce soit Rabiot, Areola ou Kimpembe, ils ont été recrutés sous Cologne Capital. Celui qui a géré la formation, c'est Bertrand Roseau, qui a été recruté par Cologne Capital. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment la mise en place de notre formation n'a pas encore atteint le niveau d'exigence que doit avoir un club du Paris Saint-Germain. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas le niveau d'exigence qu'on doit attendre du Paris Saint-Germain. Maintenant, on peut peut-être espérer de la génération des U19 qui a pris en main Thiago Motta, qu'il considère lui comme vraiment l'équipe, la deuxième équipe du club, et qu'il a l'air de gérer de façon tout à fait professionnelle, et j'espère que ces joueurs pourront tirer profit de l'immense expérience du très haut niveau qu'a Thiago. Bon, on va passer maintenant au PSG Nantes d'avant-hier et à cette qualification 3-0 en finale de la Coupe de France. Alors, effectivement, Paris recevait au Parc Nantes pour cette demi-finale qui reste titre acquis, le dernier objectif de cette fin de saison, la Coupe de France en tout cas. Toujours diminué par les nombreuses absences qu'on a citées, même si Alves et Draxler sont réapparus sur la feuille de match. Et finalement, c'est avec moins de facilité que l'évoque le score de 3-0 que la qualification a été obtenue. Grâce à un but de l'inattendu Marco Verratti à la 29e minute, un pénalty de l'inévitable Mbappé à la 85e, même si la vérité doit dire qu'il en a raté un peu avant, et un lob absolument majestueux de notre revenant vétéran Dani Alves à la 92e. C'est donc le 27 avril au Stade de France que Paris tentera de conquérir sa 5e Coupe de France consécutive face au surprenant Stade Rennais qui a réussi l'exploit de sortir le Lion d'Aulas dans son stade. Dans une rencontre qui a été longtemps cadenassée par de très prudents Nantais et qui a été marquée par de nouvelles polémiques sur l'arbitrage, en particulier l'arbitrage vidéo attisé par des commentaires probablement scandaleux de l'équipe télévisée d'Eurosport 2, le cher Alain Bogossian en tête. Vous allez d'abord me dire ce que vous avez aimé dans ce match. Basto. Voilà, pour le coup, j'ai aimé la victoire, vu que c'était l'avant-dernier match en jeu de la saison, avant-dernier maintenant qu'on est qualifié, et qu'il y avait donc cette qualification pour une nouvelle finale, et donc un nouveau titre à jouer, donc ça, c'est toujours important.
Sinon, sur le match, on a vu 20 premières minutes où Paris avait la maîtrise assez haute sur le terrain, sans pour autant être dangereux, sans pour autant être flamboyant, mais il y avait une maîtrise assez certaine avec moins de déchets et puis un peu plus de vitesse dans les transmissions que par rapport aux dernières prestations en Ligue qu'on a pu voir en Ligue 1. J'ai apprécié le fait d'avoir su ouvrir le score sur notre première occasion, au moment où Nantes, justement, commençait à sortir de sa boîte et se créer plusieurs occasions. Donc, c'est toujours primordial dans un match de coupe d'ouvrir le score en premier. Puis en seconde mi-temps, à part le fait de tuer le match, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est une maîtrise défensive, puisque Nantes ne se crée quasiment plus d'occasions. Il faut dire qu'ils se retrouvent à 10 vers la 70e. Et puis au-delà de ça, donc les petites guimauves de ce match qui nous donnent quelques sourires, Verratti qui marque, ça nous fait sourire. Et puis le petit but d'Alves qui nous fait un peu nous lever de notre chaise, mais sans plus. Drayas, toi? Moi, juste pour rebondir sur l'arbitrage, j'ai toujours pas compris si c'est l'arbitre qui appelle la VAR ou si c'est la VAR qui appelle l'arbitre. Parce qu'à chaque fois, c'est l'arbitre qui s'en prend plein la gueule, mais a priori, l'arbitre, il appelle pas la VAR, c'est la VAR qui appelle l'arbitre. Alors, j'ai revu les explications sur le site de la FIFA. La VAR peut être saisie de deux façons. Soit c'est l'arbitre qui a un doute et qui demande aux arbitres vidéo de confirmer ou pas sa décision, soit ce sont les arbitres vidéo qui alertent l'arbitre parce qu'ils ont vu à la vidéo des éléments qui pourraient l'amener à changer sa décision. Donc je crois que les choses sont claires. Malheureusement, les commentateurs se sont acharnés sur le malheureux arbitre, sur cette action litigieuse sur le penalty, qui aurait dû, paraît-il, pour eux, aller voir la VAR. Lui a jugé que l'action ne méritait pas penalty. Apparemment, il a eu confirmation des arbitres vidéo que c'était le cas. Il n'avait aucune raison d'aller demander à voir les images puisque ses collègues lui avaient confirmé une décision qu'il avait déjà prise lui-même. Donc, je crois qu'il y a surtout, comme d'habitude, une mauvaise foi, une mauvaise compréhension d'utilisation de la VAR qui permet à ces braves gens de hurler au loup et de faire de l'audimat à bon prix. Alors, je ne serais pas allé aussi loin, mais c'est ce que je voulais dire par la première question. Sinon, ce que j'ai apprécié, c'est un peu plus de vitesse que contre Toulouse dans les transmissions. Mais pour moi, ça s'explique par un milieu qui enfin a été performant, avec des hommes alignés qui étaient cohérents pour ce système. Et d'ailleurs, on peut constater que Marquis et Marco, enfin bon, bref. Et voilà. Mais bon, ceci dit, comme l'a dit Basto, d'une manière plus prosaïque, ça va un peu plus vite, mais c'est à des années-lumière de ce qu'il faudrait, et ce n'est certainement pas suffisant. Lionel? Alors, pour rebondir sur la VAR, en plus, quand on revoit vraiment l'action sur, soi-disant, le penalty de Thiago Silva, on se rend compte que le Nantais, alors certes, il ne fait pas faute au niveau des pieds, mais au niveau du haut du corps, ce n'est pas un épaule contre épaule, puisqu'il écarte bien Thiago Silva avec son bras. Donc, la première faute, elle est faite pour moi par le Nantais. Bon, après, on ne va pas épiloguer dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la qualification. Et puis, le fait, j'ai bien apprécié le dernier but de Daniel Alves, on va dire qu'il n'est pas rentré pour rien. Et puis, le but de Verratti aussi. Ça fait plaisir. J'espère que ça peut être un déclic et qui peut-être le rendra un peu moins lisible en position offensive. Surtout qu'il avait marqué avec son équipe nationale quelques jours auparavant. Donc effectivement, on peut espérer qu'il ait maintenant un peu plus envie de frapper, et que c'était d'ailleurs une très belle frappe. Il n'y a pas de raison qu'il n'entende pas plus. Mais il a eu 5 buts en 2 matchs, Unai, où il avait des périodes où il frappait, et souvent ces frappes, c'est soit but, soit c'est dangereux. Hein. C'est souvent dangereux les frappes de Verratti. C'est ça qui est irritant avec ce joueur, c'est que quand il frappe, c'est souvent pas mal. Oui, il a une très belle frappe, et puis en plus de ça, si demain matin, il est capable de faire une ou deux frappes dans un match, ça veut dire que quand il sera dans les 25 mètres, les joueurs ne vont plus attendre forcément de couper les passes de Verratti, mais ils vont se dire qu'il peut frapper, et ça va forcément ouvrir des possibilités aux joueurs qui sont autour de lui. Sauf que Verratti, contre United de retour, qui une fois que dans les 30 mètres, il n'y a personne sur lui, parce que les joueurs d'United se mettent juste à couper les angles de passe. Ça s'emballe beaucoup sur Marco Verratti. Il y a un moment, il faut prendre conscience d'une chose, il y a eu l'exemple que vient de nommer Basto. Et il y a aussi l'exemple de l'époque Mota où dès qu'on commençait à être un peu connu et qu'on arrivait haut en Ligue des Champions, Marco Verratti à la balle, pas de problème, on coupe juste tous les angles de passe. Pas besoin de le charger, puisque de toute façon c'est impossible de lui prendre la balle. C'est très facile de défendre sur Marco Verratti. Dans les 30 mètres adverses. Et même quand il est au milieu.
Même quand il perd pas un ballon au milieu, il perd jamais le ballon. Et oui, il perd pas le ballon, donc il suffit juste de l'empêcher de le passer. Et c'est pour ça que les gens qui veulent voir Marco Verratti tout seul devant la défense en résistant à machin truc, c'est du fantasme à l'état pur, parce que Marco Verratti tout seul, c'est juste trop facile de défendre sur ce joueur. Tu n'as pas besoin de défendre sur lui, tu défends sur les joueurs qui sont autour de lui. Et le joueur, il ne sert à rien. Alors, il faut dire ça à ton voisin, parce que je crois que c'est ton voisin qui a envie de le voir en résistant, non? Ben oui, entre autres, mais ça, et en plus de ça, il n'a pas une compréhension de méta-jeu. C'est-à-dire que Marco Verratti, c'est un joueur, mine de rien, assez complexe. Déjà, on pouvait attendre qu'il devienne un patron. Il n'en est toujours pas un. Ça fait pas mal de temps maintenant, et il n'en est toujours pas un. Il en sera vraisemblablement un. Il sera jamais un patron. Et en plus de ça, pour jouer avec lui, dans de bonnes conditions, il faut qu'il soit dans un milieu à deux. C'est quelque chose qui se confirme avec l'Italie, c'est quelque chose qui se confirme avec le PSG. Donc il faut un système très spécifique pour lui. Il a un talent fou, mais il n'est pas si simple. Oui, mais il joue dans un double pivot. Il joue relayeur gauche en Italie, dans un milieu à 3. Oui, mais c'est un double pivot. En gros, c'est comme avec Mota. En gros, t'as le duo Jorginho, Marco Verratti, quoi. Marco Verratti a besoin d'être en double pivot. S'il est seul et avec deux mecs devant, il va très vite être inutile. Et il peut pas être non plus complètement 8 parce qu'il a trop tendance à revenir derrière. C'est un joueur assez complexe et autant il est pétri de talent, autant il y a des enflammades à chaque fois qu'il fait un truc bien qui sont complètement disproportionnés. Je défends le rôle de pourquoi Verratti 6. Pour moi, c'est un joueur qui est bon face au jeu et qui justement est dangereux dans ses jeux de passe ou dans ses premières lignes de pression jusqu'aux 30 mètres adverses. C'est aux 30 mètres adverses pour moi qui devient facile de défendre, puisque plus t'es haut sur le terrain, plus c'est facile de boucher les angles. Quand t'es plus loin, c'est plus compliqué dans la profondeur de gérer ce qu'il peut. Sauf que quand tu parles de son jeu long, le fameux jeu long qu'il fait, et le seul moment où il le fait, c'est quand il est dans les 40 mètres adverses. Il a très très peu de jeu long quand il est en position basse. Il a très très peu de jeu long quand il est en position basse et il est surtout en train d'essayer de trouver des relais. Et dès que tu as coupé ces relais, on l'a très très bien vu en Ligue des Champions, je me souviens plus des matchs, mais quand la relation Marco Verratti-Thiago Motta a été coupée, on ne fait plus rien. L'autre chose que tu soulignais, Draya, c'est le fait qu'il revient souvent bas, que ce soit avec Motta ou Jorginho, dans un espèce de double pivot, mais du coup ça crée un épicentre du rythme qui est assez bas sur le terrain, et ce qui est un peu contradictoire avec la volonté du gegenpressing de Tourelle qui est de récupérer la balle haut, donc d'avoir un rythme haut. Donc pour moi, dans un milieu à 3, Verratti ne peut être que 6 en fait, avec un 8 tout terrain et un 10 pour mettre le rythme plus haut. C'est là où moi je compense en mettant derrière un central qui est capable de monter et d'apporter le surnombre au milieu pour justement libérer Verratti, blablabla, etc. Mais Verratti, tu peux pas le mettre tout seul. C'est complexe, Verratti. Tu peux pas le mettre. Il est l'optimiser. Bon, je vais arbitrer tout ça. Je crois que cette année, Verratti a montré son génie. C'était le seul milieu de terrain qu'on avait. Il a souvent joué tout seul au milieu de terrain, en assurant tous les postes. Verratti, c'est un joueur très rare, qui peut jouer 10, qui peut jouer 8, qui peut jouer 6, qui peut jouer dans un milieu à 2, qui peut jouer dans un milieu à 3. On l'a vu briller dans tous les systèmes. C'est un joueur qui a une vision du jeu absolument exceptionnelle. CF, la dernière passe décisive qu'il fait pour le but d'Alves, alors qu'il est très haut sur le terrain. Donc je crois qu'il faut surtout pas enfermer Verratti dans un poste donné. Il faut lui donner de la liberté. Faut le laisser. C'est aujourd'hui, en l'absence de Neymar en tout cas, le vrai patron offensif de cette équipe. C'est le meneur de jeu reculé que le football moderne a consacré. Non, moi je ne vois plus aucune limite à Marco Verratti aujourd'hui. Tu es dans l'inflammade généralisée sur Marco Verratti. Mais j'espère m'enflammer. On n'a pas tellement de joueurs sur qui s'enflammer cette année. On va quand même pas se priver d'enflammer celui qui nous sauve le milieu de terrain cette saison. Juste pour... Alors déjà, oui et non, parce qu'il a fait un nombre de matchs où il n'était pas bon cette saison qui ont été très, 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 très nombreux. Il n'a pas... Très peu. Et ensuite de ça, il a souvent été très bien accompagné, notamment par un Marquinhos. Non, mais c'est quelque chose qu'on a souvent mis en avant. Et c'est vrai que tu vas te retrouver avec un Marco Verratti qui est bien plus libre quand il est avec un Marquinhos à côté de lui. À l'époque, il y a des gens qui fantasmaient sur le fait de faire remonter Luis au milieu pour pouvoir libérer Verratti. On se retrouve dans un système à peu près similaire parce que, justement, et je suis infiniment d'accord avec toi, c'est un joueur extrêmement précieux, mais extrêmement complexe à placer sur un terrain. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que non, il ne peut pas jouer 10, non, il ne peut pas jouer 8, non, il ne peut pas jouer 6, il peut jouer que dans un système de double pivot. Comment optimiser Verratti? Moi, j'ai plutôt vu les autres être bons quand Verratti était sur le terrain que l'inverse. Et le match de Toulouse a encore été là pour le préciser, et tu l'as toi-même remarqué dans tes tops. Le top de Verratti, c'est quand il rentre sur le terrain, l'équipe, elle change du tout au tout. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe est totalement dépendante de Marco Verratti. Marco Verratti, lui, il dépend de personne.
Non, je suis pas du tout d'accord. Et regarde en Italie, enlève Jorginho et regarde ce que vaut Marco Verratti. Ça a été essayé, il a été incendié par la presse italienne sur ces matchs-là. Mais là, il est monté au pinacle dans un rôle de 8 sur le côté gauche où il est exceptionnel. Il est en double pivot vraiment. Non, c'est un milieu à 3. Oui, sur le papier, mais dans la réalité, dans la réalité, c'est un milieu à 3. Comme Mota, Matuidi, Verratti. Dans la réalité, c'est un milieu à 2. Liechtenstein, Verratti a joué plus haut parce que c'est Liechtenstein, mais dans les derniers matchs, Jorginho et Verratti sont entre guillemets un double pivot en 6, et même si Verratti est un peu plus haut que Jorginho, et Barella qui lui est le coureur qui est vraiment plus haut, un peu comme Matuidi l'était avec Mota, Verratti. Il est beaucoup plus haut, il marque des buts maintenant. Il en a mis un. On va arrêter là. Il en avait mis 5 en 2 ans. C'est moi le meneur de jeu, donc on arrête là. Verratti est un joueur indispensable et qui peut jouer dans toutes les positions. C'est la conclusion de cette année. Il y a juste une chose que je veux dire, Olivier. On va passer maintenant aux 3 tops. Lionel, si tu arrives à t'immiscer dans ce duo, parce que eux aussi c'est des doubles pivots. Au moment où j'ai dit que Verratti était mauvais, je dis juste qu'il est complexe à utiliser. C'est très différent. C'est complexe à voir, mais moi je le vois très bien. Vas-y, Lionel. Pour commencer, j'ai mis Marco, parce que il a tout fait pendant ce match. J'ai mis aussi Bernat, que je trouve qu'il a été très bon pendant ce match. On a dit ce qu'on n'avait pas aimé. Quoi? Vas-y, mais ne te laisse pas distraire. Verratti en 1, Bernat en 2, Bernat. Et en 3, j'ai mis Diaby, et je trouve qu'il a été assez actif. Olivier, est-ce qu'il peut finir? Est-ce que Lionel peut finir? Okay. Donc Diaby, tu as mis en 3e? Oui, je trouve qu'il a été assez actif, qui a été bon dans la percussion et qui a fait un assez bon match, je trouvais. Il a surtout fait des replis défensifs en fin de match hallucinants. Ouais. Exceptionnel Diaby. Je suis d'accord avec sur tes 3 tops. Basto? Moi, j'avais des choses à dire que j'avais pas aimé sur le match, on n'a pas pu le dire. Tu n'as pas pu parler. Pourtant, tu as beaucoup parlé avec ton petit camarade, donc j'ai perdu le fil. Ouais, vas-y, donc on va reprendre sur ce que tu n'as pas aimé. C'est moi qui commence du coup. Non. Basto, finis sur ce que tu n'as pas aimé et tu enchaînes avec tes 3 tops. La même chose. Ok. Moi, oui, parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimées dans ce match quand même, notamment la seconde partie de notre première mi-temps où à partir de la 20e, on recule d'un coup alors que notre maîtrise était assez haute, elle devient plus basse. Il y a une défense qui a été assez fébrile face au Golgok Dantel à Koulibaly, qui a été formé au PSG d'ailleurs, mais qui a fait très mal sur ses premières prises de balle. Il a mis tour à tour Marquis, Kimp et Silva complètement dans le vent sur une seule touche. Après, heureusement pour nous, malheureusement pour lui et les Nantais, il est assez maladroit dans son geste suivant cette première touche. Mais il nous a fait assez souffrir, notamment Kimpembe qui a été pas mal dominé. Puis il y a eu cette seconde mi-temps hachée, ou avec un match où il ne se passe plus rien, si ce n'est une sorte de papa sadis, toujours sur le même rythme. Et qui est un peu triste à voir, quoi. Et puis voilà, j'avais noté la VAR, plus l'utilisation de la VAR qui crée des polémiques qui n'ont pas lieu d'être et qui n'auraient pas lieu si la VAR n'existait pas. Donc j'enchaîne maintenant sur... Attends, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur la deuxième mi-temps. Je crois qu'on peut s'estimer heureux que justement ce joueur ait pris un carton rouge parce qu'il y a eu très nettement... la partie s'est libérée à ce moment-là, alors qu'on avait plutôt balbutié après le premier but et que les Nantais avaient sorti un peu la tête sous l'eau. Et effectivement, on a vu tout ce qu'une grande canne à pêche costaud comme lui peut poser comme problème à une équipe, notamment à sa défense centrale. Vas-y donc maintenant sur tes 3 flops, 3 tops. Il est perdu. Mais je suis perdu moi avec le Maelstrom que vous avez. Verratti, comme l'a dit Lionel. Qui a tout fait, j'ai rien à rajouter. Bernat, que je trouve dans un rôle de milieu relayeur, qui a assuré techniquement la continuité de l'avancée du ballon initiée par Marco. Il a été assez précis, même s'il ne trouve pas les décalages que devrait trouver un relayeur, parce que c'est pas son poste. Mais il a eu quelques percées balles au pied intéressantes qui ont fait la différence. Et je trouve que, quel que soit le poste où joue Bernat, ses prestations sont toujours entre le honnête et le bon. C'est un joueur qui est très fiable partout où il joue. J'ai bien aimé l'entrée de Paredes, une fois n'est pas coutume, sans être exceptionnel. Pour une fois, il a au moins été intéressant, avec quelques belles ouvertures, notamment une magnifique un peu à la Pastore pour Diaby. Puis il a bien combiné avec le petit Marco. Après, oui, il rentre face à une équipe qui est à 10, résignée, c'est plus facile de trouver les décalages, certes, mais pour une fois qu'il fait une bonne rentrée, je le souligne. Bon, Draya, c'est à toi. Je vois que ça t'ennuie outrageusement. Je voulais juste réagir sur Paredes. Ouais, c'était mieux. Mais même ce qu'il a fait, pour moi, ça n'a même pas le niveau d'une doublure du PSG, ce qu'il a fait contre Nantes. Ce que j'ai pas aimé, donc pour commencer... Non. Attends, pas aimé, tu l'avais dit, c'est les tops, là. Pas aimé, j'en ai pas parlé.
Tu n'as parlé que de ça, les tops. Non, on a débattu sur Marco Verratti. On est passé au top. J'ai pas aimé le fait que je m'ennuie sec à regarder les matchs. J'en ai un petit peu marre de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Ça devient une gageure. Alors oui, il y a plus d'enjeux, mais on n'a même pas de jeu à se mettre sous la dent et ça fait un peu, c'est un peu ennuyant. J'ai pas aimé non plus la blessure de Marquis. Ça ennuie, c'est un vrai bon soldat. Parce que Marquis, je le vois bien en vidéo. C'est quelqu'un que j'ai pas du tout mis en avant du podcast et donc sa blessure m'ennuie prodigieusement. Et pour le reste, j'avais noté, c'est ce qu'on a dit contre Toulouse, un peu moins pire. Voilà. Alors maintenant, mes tops. Moi, la première chose que j'ai aimé, c'est la compo annoncée par Eurosport avant le match. Ah oui, et un message pour eux. Et ils changeaient rien d'être au top. Quand tu as deux latérales gauche et que tu passes le seul mec qui n'est pas latéral gauche à gauche, c'est magistral. Ils avaient placé Kimpembe arrière gauche. Alors qu'il y avait Kurzawa et Bernat sur le terrain. Mais bon. Ils ont été au top toute la soirée. Ah ouais, c'était scandaleux. Alors ça, Bogossian, c'est autre chose. Mais sinon, alors moi, j'ai pas envie de limiter à Bernat. J'ai aimé le milieu de terrain, en fait. J'ai aimé Marquinhos avant qu'il sorte. J'ai aimé l'entente Marquinhos-Verratti et avec Bernat qui était haut. Et d'ailleurs, c'était Bernat le milieu haut. Et c'est Bernat que j'ai moi aussi le plus envie de mettre avant parce que c'était assez surprenant de le voir dans un positionnement. Alors, il n'était pas axial, il était plus sur la gauche, mais qui était très haut et qui s'est avéré, mine de rien, très très utile. Comme quoi, jouer avec un double pivot et un mec cohérent devant, ça peut marcher. Et enfin, comme Lionel, j'ai envie de mettre en avion Diaby. Il a été exécrable offensivement en première mi-temps. Hein. C'était limite pire que Choupo-Moting, ses participations offensives, mais défensivement, il a été très bon. Et en deuxième mi-temps, il est quand même nettement meilleur. Bien, on va passer au flop. Basto. Ouais, alors Choupo, toujours, encore et toujours. Choupo, c'est le flop éternel. Malheureusement, là, il a été mieux qu'à Toulouse. Au moins, il n'a pas tenté de surjouer. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire je contrôle, je passe en retrait. Mais il a été peu trouvé. Mais quand il est trouvé, il faisait ça. Mais voilà, et je crois qu'il a réussi une passe vers l'avant. C'est sur le troisième but. Mais sinon, c'est d'une tristesse sans nom. Son match, j'ai l'impression qu'il ne fait que jouer vers son but et non pas vers le but adverse. C'est un peu dommage pour un attaquant. Si j'ai mis Kerrer, que j'ai vraiment du mal à ce poste de piston droit, encore une fois, même s'il s'est placé plus haut que d'habitude, il a essayé de plus se montrer, mais il est soit peu trouvé, soit mal placé, puis quand il est en position, il va jamais centrer, il va jamais combiner. C'est vraiment pas le poste où il semble à l'aise avec ballon. Et défensivement, il a souvent été pris dans son dos par cette position haute, certes, qui permettait à Paris d'avoir le ballon plus haut sur le terrain, mais surtout cette relance, cette passe assez affreuse où il joue en retrait et il la met, le Parisien le plus proche est à 10 mètres, il y a 4 Nantais dans cette zone et les Nantais se retrouvent en supériorité numérique. Heureusement, le contre est sans conséquence, mais c'est une passe qui j'avais pas vu une passe comme ça depuis l'époque Colonie, je crois. Et j'ai mis Kurzawa en troisième flop avec une prestation offensive totalement ratée. Il avait déjà raté son match contre Toulouse, là il a enchaîné, donc je pense que pour l'ensemble de son œuvre sur les 2 matchs, il le mérite. Là, tu pourras dire peut-être sa théorie de la Coupe de Feu. Complètement, je vais rebondir. Je l'avais pas non, pas tout de suite. Moi, ce que je voulais remarquer, c'est qu'on n'a pas très bien joué sur les côtés toute la saison, mais alors là, c'est absolument dramatique. À la fois de la faute de Kerrer et Kurzawa qui ont été mauvais dans l'utilisation du ballon, mais surtout parce qu'ils reçoivent très très peu de ballons. On joue beaucoup dans l'axe, énormément dans l'axe, mais on laisse déserter nos côtés alors que Kerrer était souvent très haut situé, libre. C'est quand même beaucoup plus facile de défendre contre nous actuellement quand tu n'as aucune animation sur les côtés. Ouais, c'était bien le constante avec Meunier qui était souvent disponible et peu servi, mais au moins quand il était servi, comme le dit Drayas, voilà. il arrivait à centrer, faire des différences, se retrouver en position de frappe ou combiner. Oui, pour finir sur Kurzawa, en plus je trouve qu'il a fait des appels un peu complètement contre-productifs. Et contre-temps, il a fait des centres affreux, enfin il a fait un très mauvais match. Il était très lent dans l'exécution, quand il centrait c'était pour personne, ouais, un très mauvais match depuis. Drayas déjà sur Kurzawa. Oh, il y a un écho? Non, c'est toi. Ok, ouais, je m'entends moi-même, c'est là aussi. Kurzawa, ouais, enfin, j'avais même pas prévu de le mettre, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'ai défendu récemment. J'avais trouvé qu'il était revenu dans le bon chemin, il m'en a donné l'impression, et d'ailleurs, il avait arrêté de se faire des coiffures bizarres. Il était revenu à quelque chose de sobre, de simple, et depuis qu'il s'est refait une nouvelle coupe de cheveux bizarre, il redevient pas bon. Donc, si nous écoute, Kurza, arrête de te faire des coupes bizarres. Sinon, mes flops, en premier, j'ai Choupo. En deuxième, j'ai Choupo. Et en troisième, j'ai Bogossian. Ouais.
Il y a un silence attristé qui suit ton flop, qui est partagé par tout le monde. Lionel? Bah, moi, j'ai mis exactement la même chose que Basto. J'ai mis Choupo, Kerrer et Kurzawa. Et je vais pas répéter ce que Basto a dit sur les trois. Je pense qu'il a tout dit. Pour Kurzawa, on va quand même lui pardonner. C'est un joueur qui a une reprise un peu difficile, qui a joué beaucoup de matchs depuis les blessures diverses, à la fois dans l'équipe du PSG, mais aussi en équipe de France. Bon, il rate vraiment son premier match. Il a plutôt été pas mal les matchs précédents. Donc on lui laissera une petite chance pour l'avenir. Alors, on a vu ces deux matchs, le match de championnat contre Toulouse, le match de Coupe de France contre Nantes. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur quelques joueurs et leur situation à la fois présente et dans le futur. D'abord, Areola, bon, on a vu la gestion un peu difficile des gardiens, comme souvent au PSG, entre Areola et Buffon, avec une tentative de les faire jouer de façon équitable, avec souvent la possibilité de jouer 2 matchs de suite pour se préparer. Mais là, depuis la boulette gériatrique de Buffon contre Manchester United, les 4 matchs qui ont suivi, bah c'est Areola qui a été titularisé. Est-ce que vous pensez que maintenant, ça y est, la hiérarchie est clairement établie et que c'est Areola qui va être jusqu'à la fin de saison le numéro 1 au poste? Si vous pensez ça, est-ce que vous pensez qu'on doit le maintenir dans ce statut la saison prochaine? Et enfin, est-ce que dans ces conditions, il est justifié de proposer à Buffon de prolonger alors qu'il va encore avoir 1 an de plus? Donc, Draya, si tu veux bien commencer. En fait, quand tu dis si oui, c'est bizarre que tu dises pas sinon. Et c'est pas grave. J'ai 2 objections par rapport au sens de ta question concernant Areola. Le premier, c'est le jeu au pied, et son jeu au pied est suffisamment grave pour avoir failli coûter un but dans son match, qui est le match référence de cette saison. Et la deuxième, c'est le fameux mental d'Areola, ce que tous les défenseurs crient au loup à chaque fois qu'on prononce le mot. Mais Areola, bon en fin de saison, on l'a déjà vu, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Et Areola qui est pas si cohérent dans les matchs qui comptent, on l'a déjà vu 6 mois après le fait qu'il était bon en fin de saison. Donc c'est un joueur qui a cette tendance à être très très bon quand il n'y a plus d'enjeu. Et on attend toujours le fait qu'il soit bon quand il y a des enjeux. Et je ne vais pas rappeler l'âge d'Areola, mais je sais qu'il est plus âgé que certains autres goals qui, eux, sont très cohérents, y compris dans les matchs avec enjeu. Donc je ne le mettrai pas forcément sur un piédestal, en dépit de la gag de l'arrêt monumental mauvais, de la bourde monumentale du Buffon, comme Olivier a failli le dire. Maintenant, pour ce qui est de la prolongation de Buffon, là, dans un monde parfait, c'est simple. Hein, dans un monde parfait, il y en a un des deux, que ce soit Areola ou Buffon, qui part, peu importe lequel au fond. Et tu as un cadre qui arrive et l'autre qui est là pour l'accompagner. Mais la problématique, c'est qu'on a 10 000 autres priorités. Donc, goal, c'est pas forcément la priorité numéro 1. Enfin, pour moi, il y a vraiment d'autres priorités. Un central, c'est plus important. Un milieu offensif ou un attaquant qui est capable de jouer autrement qu'en profondeur, c'est très, très important. Un latéral droit, c'est même pas la peine d'en parler. C'est vital de recruter un latéral droit. Donc pour moi, goal, ça vient après. Et compte tenu de l'état actuel de l'effectif et des 10 000 autres priorités, je pense que prolonger Buffon, ça fait carrément sens. Avec Areola en numéro 1, on va trembler, on va avoir peur. Mais avec Buffon pour l'encadrer, ça limitera la casse. Oui, alors moi, je mettais pas du tout la prolongation de Buffon en parallèle avec les autres besoins. Je pense qu'on pourrait très bien ne pas prolonger Buffon et donner sa chance à Descamps qui fait un match, qui fait une saison tout à fait correcte à Tours. C'est pas la peine de s'encombrer d'un gardien qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On peut donner tout à fait confiance au numéro 2, à un jeune. Ça coûtera moins cher que le salaire de Buffon qui est quand même conséquent et sur lequel on ne peut définitivement plus compter la saison prochaine. Lionel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec Drayas quand il dit que dans les matchs qui comptent, Areola est tout le temps passé à côté. En championnat, peut-être, mais en Ligue des Champions, j'ai pas vraiment souvenir dans les matchs qui comptent d'avoir vu Areola extrêmement mauvais. L'an dernier contre le Real, que ce soit à l'aller ou au retour, je trouve qu'il a été bon. Il faisait partie des rares joueurs qui ont été bons aussi bien à l'aller comme au retour.
Après, là où je le rejoins, c'est qu'on a énormément d'autres priorités. Et je pense que il serait temps de... Enfin, sachant qu'on a énormément de priorités, on a beaucoup de trop de postes à pourvoir et que on n'a pas un budget illimité, je pense qu'il faudrait avoir une vraie hiérarchie et garder Areola numéro 1 et prolonger Buffon en tant que deuxième gardien et peut-être espérer qu'il permette à Areola de s'affirmer un peu plus. Parce que je trouve qu'il a quand même des qualités. Mais comme il dit, son problème c'est avant tout mental ou des fois il peut avoir, on va dire, quelques difficultés à être concentré à 100% dans tous ses matchs. Basto? Mais déjà, je note que tu es tellement amoureux de Didier Deschamps que tu veux son quasi-homonyme en numéro 2 du PSG. Donc, que Deschamps te tourmente. Je ne relèverai pas cette blague de garçon de bain qui n'a rien à faire dans un podcast de cette qualité. Alors, pour moi, Areola numéro 1, c'est plus ou moins dû par sa prolongation qu'il passe au 3e rang des plus gros salaires pour un gardien de but du monde, derrière Ter Stegen et Neuer, avec plus de 800 000 € par mois. Donc je pense que si les deux restent, Tuchel va continuer sa rotation entre les deux, mais on repartira avec Areola qui deviendra le titulaire dans les grosses affiches. Maintenant, moi, je n'ai toujours pas confiance en ce goal qui est Areola. Et si on peut aller chercher un grand gardien, si tant est qu'on a les moyens, on parle par exemple de De Gea qui pourrait être libre, on ne sait pas trop s'il a signé une prolongation fictive ou non. Bah là, je ne dis évidemment pas non. D'ailleurs, Garetier a dit cette semaine que Areola avait prolongé en faisant un deal avec le club, c'est-à-dire que si on faisait venir un grand gardien qui est... pas une priorité du club, mais le club y réfléchit, Areola aurait un bon de sortie. Et à partir de là, la prolongation de Buffon aurait du sens, car ce serait Areola qui serait vendu, puisque lui doit, avec ce salaire et ce statut, devenir titulaire, que ce soit à Paris ou ailleurs. On ne peut pas garder en numéro 2 un gardien qui a le 3e salaire du monde. Après, ce qui est plus gênant que la prolongation de Buffon, c'est qu'il soit augmenté. Il va baisser en statut, mais il va gagner en salaire. Ça, c'est la gestion du club. Oui, mais ça, on reste dans cette incohérence. Il ne faut pas chercher à comprendre, ça nous dépasse. Ça reste gênant. mais tu vois, par exemple, si c'est pour aller chercher un gardien, De Gea, ouais, c'est clair que c'est clairement 3 coudées au-dessus, mais c'est quand même le mec qui va te faire des bonnes boulettes très, 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 très régulièrement. Mais vous parlez d'un poste de gardien comme si c'était nécessaire, c'était obligatoire qu'un grand gardien soit fiable. Je rappelle que le Real Madrid est allé chercher Courtois alors qu'il avait Navas qui était un gardien qui a fait une saison très correcte et Courtois s'est vautré complètement cette saison. Donc on est très très sévère avec Areola. Je pense qu'il a fait bien moins de boulettes qu'en a fait Courtois cette année et tout le monde aurait sauté à pieds joints de joie en voyant Courtois recruté par le PSG. Dans sa carrière aussi. Faut pas insister, Olivier aime bien Areola. Faut pas... c'est-à-dire, je sais pas que j'aime bien Areola, je vois pas de raison de s'acharner sur Areola. Moi, Olivier, c'est pas une question de s'acharner, c'est juste un goal qui n'inspire pas nécessairement confiance. Mais moi, je n'ai jamais vu ces défenseurs paniquer quand il y avait une balle haute, comme ils paniquent quand il y a Buffon. Laisse-moi finir dans la réponse. C'est un goal. Alors oui, il a fait les bons matchs. Alors moi, j'ai des problèmes de mémoire, mais je sais qu'il a fait des matchs très moyens, des matchs importants cette saison. Et il y en a certains où il a été bon. Mais il y a un côté où tu lances un dé et tu n'es jamais sûr de ce que tu as. Avec tous les gardiens du monde, c'est comme ça. Non, pas dans les grands matchs. Non, c'est pas vrai. Là, je suis en sueur quand il joue les gros. Quand tu refuses de mettre en top Areola qui fait 2 arrêts décisifs contre Toulouse. Là, tu es juste de mauvaise foi parce que là, je ne refuse pas de le mettre en top. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en top, c'est que je reconnais qu'il a fait 2 arrêts qui sont méga décisifs, mais il fait aussi une relance au pied. Mais sans but, il n'a pas pris de but dans cette relance. Qui aurait pu coûter un but. Si tu veux, pour moi, quand je mets un goal en top, c'est parce qu'il a été top. Et le fait qu'il fasse cette relance-là, pour moi, ça suffit. Alors après, c'est un choix personnel, c'est pas une attaque contre toi. Basto l'a mis en top, Lionel l'a mis en top. Et c'est juste que pour moi, quand un goal fait une relance qui est aussi limite que celle-là, je peux pas le mettre en top. Mais c'est pas pour autant que j'ai dit qu'il avait fait un mauvais match. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais il dit que tu l'as pas mis en top. Bref. Oui, mais... Bref. On ne sera pas d'accord sur Areola, c'est pas grave. On va passer maintenant à Paredes. Là, je pense que tout le monde sera un peu plus d'accord. On ne peut pas dire autre chose que de remarquer qu'il a été très décevant depuis son arrivée. Titulaire à la peine contre Toulouse, où il a touché quand même 124 ballons. Il en a perdu 20, donc 14 en première mi-temps. Il est remplaçant
Et ça semblait fort à une sanction face à Nantes. Alors, on est obligé de poser la question un peu crûment. Est-ce que l'Argentin vous semble un flop temporaire ou définitif? Et si c'est pas définitif, quels sont pour vous les motifs d'espoir si vous en avez? Donc Lionel, si tu veux bien commencer. Après, il est arrivé au mercato d'hiver. On sait que c'est pas forcément facile de s'adapter en cours de saison dans un effectif. En plus de ça, bon, il est arrivé avec un physique qui n'était pas optimal. Quand il a commencé, quand physiquement il était censé monter en puissance, on se fait éliminer contre Manchester United. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe qui n'est plus motivée à 100%. Et j'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui soit capable de se donner à 100% dans tous les matchs. Les motifs d'espoir, c'est ce qu'on a pu voir de lui dans ses anciennes équipes, que ce soit à la Roma, que ce soit au Zénith, au niveau de ses qualités techniques. Et puis le fait qu'il va démarrer la préparation physique avec tout le monde au mois de... Enfin, non, parce qu'il jouera la Copa América, mais en tout cas, il sera là dès le début de saison, il connaîtra un peu mieux l'effectif. Et puis peut-être qu'il exploitera totalement ses qualités. Après, on verra. Mais je pense que je ne sais pas aussi si le schéma de jeu actuel avec deux milieux de terrain le met en valeur. Mais même quand on joue avec 3 milieux de terrain, vu que les 2 qui sont souvent à ses côtés ne sont pas non plus très bons, voilà. Je pense que c'est un ensemble de choses qui font que jusqu'à la fin de la saison, je pense pas qu'on verra un Paredes de très bon niveau, mais en espérant que la saison prochaine, il prendra la mesure de son poste et de ce qu'on attend de lui, quoi. Basto? Non, mes motifs d'espoir, c'est un peu les mêmes que Lionel. Le temps qu'il prenne ses marques, qu'il ait une prépa physique digne de ce nom et totale avec le club. On peut penser qu'il retrouvera un peu de sa vivacité sous pression et notamment sa justesse technique dans les ouvertures, parce que ça, c'est un de ses gros points forts. Et ça, tu perds pas une question de physique, c'est une question de pouvoir s'adapter dans ce club. Et ça c'est qu'avec le temps qu'on verra s'il a un problème plus spécifique ou non. Et donc, j'espère et je pense qu'on risque de le voir de moins en moins se cacher et prendre un peu plus de responsabilité au fil du temps. Maintenant, donc, avec ces motifs d'espoir, j'ai envie de dire que c'est pour le moment un flop temporaire. Mais le problème, c'est que c'est un flop temporaire qui dure et qui va pas forcément dans la bonne pente, c'est-à-dire qu'il fait des prestations qui, pour moi, sont de plus en plus indigestes alors qu'il devrait progresser. Puisque plus il a du temps de jeu, plus il devrait prendre ses marques, plus il devrait être physiquement. Et pourtant, cette prestation baisse en qualité match après match. C'est ça qui m'inquiète. Et puis il y a des problèmes qui me semblent récurrents, c'est sa compatibilité avec Marco. Il se bouffe la même zone de jeu, on l'a vu contre Marseille, c'est très net dans les heatmaps, c'était très net dans ce que j'avais eu l'impression de voir et ça a été confirmé par ses cartes de chaleur. Ils vont se marcher dessus sur les premières relances. Et puis il y a un autre problème, c'est son jeu sans ballon, où il semble peu mobile et se cacher derrière l'adversaire. Il fait beaucoup de fautes. Et oui, et aussi ce côté beaucoup de fautes où il va prendre un jaune par match quasiment systématiquement. Ouais. Ryan? Moi, j'espère que c'est temporaire parce que la douille de 47, c'est un peu plus violent que le Magnum de 36. Mais voilà, tout a été dit. Je rajouterais juste, préparation tronquée, nouvelle équipe avec la tactique qui est nouveau, etc. Mais il y a peut-être pas, il y a un autre élément qui ne l'aide pas dans le jeu actuel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans l'équipe et un joueur qui base son jeu beaucoup sur, mine de rien, la passion ou la passe en profondeur, qu'elle soit au sol ou aérienne. Quand il n'y a pas beaucoup de mouvement dans l'équipe, c'est pas évident. Mais pour l'instant, oui, c'est un flop total. On a juste qu'à espérer parce que potentiellement c'est un très bon joueur, potentiellement ça va très bien marcher. On a déjà eu l'exemple magique qui a été Rai d'une année complètement catastrophique qui s'est révélé être le pari gagnant des paris gagnants. Faut espérer, mais comme l'a dit Basto, avec talent, pour moi c'est Marco Paredes, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, pour un petit Marco Marquis. Non, sans blague. et donc Paredes pour moi pourrait peut-être être une très très bonne doublure à Marco, mais Marco Paredes ça fonctionne on me souffle dans l'oreillette que Piotr vient d'éteindre notre podcast. Le problème c'est de parler de remplaçants alors que si on est en tel déficit quantitatif au milieu de terrain, prendre un joueur
avec de tels besoins et en faire un remplaçant, c'est quand même assez dramatique. Bon, on va passer maintenant à Mbappé parce que on a l'impression il progresse à une telle vitesse, à la fois dans son efficacité, dans son appétit, mais aussi, je trouve, dans ses capacités à remplir un peu plus complètement le rôle de numéro 9 pour lequel on avait quelques doutes en début de saison. Alors, est-ce qu'il est totalement libéré par l'absence des autres, paradoxalement, et qu'il est obligé de prendre plus de responsabilités? Mais on le voit jouer maintenant dos au but, faire des remises, faire des crochets courts pour pouvoir pénétrer plus facilement. Bon, est-ce que finalement il va devenir le 9 de cette équipe plus rapidement qu'escompté? Et la question subsidiaire, si c'est le cas, est-ce que ça va changer le devenir de Cavani dans cet effectif? Basto, qu'est-ce que tu en penses? Moi, à titre perso, j'ai toujours considéré que le meilleur poste dans un avenir plus ou moins long de Mbappé était ce poste de numéro 9, car il faut le libérer le plus possible des contraintes de repli que doit avoir un joueur de couloir. Maintenant, je ne pensais pas le voir si tôt, tout de suite, seul en 9 s'imposer de cette manière. À Monaco, il était très bon en pointe, mais il y avait Falcao qui tournait un peu autour de lui. On voit aussi en équipe de France que Mbappé marche très bien avec Griezmann à ses côtés. On peut citer Giroud, même si tu veux. Mais oui, voilà, donc Mbappé dans ce rôle un peu de liberté avec d'autres neufs à côté de lui marchait très bien. Maintenant, seul en neuf, bah, il montre que finalement la qualité de ses appels qu'on voit cette année de plus en plus présent, allié à sa vitesse, bon, en font un joueur d'espace qui devient assez redoutable. Il lui reste un peu à améliorer sa lucidité dans les face-à-face et là, il deviendra carrément inarrêtable. Alors à partir de là, bien sûr que ça pose la question pour le maintien de Cavani déjà dans le 11 titulaire et donc dans l'effectif, parce que c'est un joueur qui est à 1 an de la fin de son contrat. Donc si ce joueur n'est plus considéré comme un titulaire, la vente se pose forcément. À partir de là, je pense que la meilleure solution serait d'installer Mbappé à ce poste avec 2 joueurs créateurs derrière lui. Alors je vais dire pourquoi. On a déjà des difficultés à faire avancer la balle dans nos 30 mètres. Donc quand elle y arrive, il faut essayer d'exploiter au mieux nos situations qu'on peut avoir. Et donc avoir Mbappé seul en pointe avec Neymar plus un autre créateur pour le servir, je pense que c'est le mieux pour l'équipe et le mieux pour Mbappé. Enfin, ça tombe bien parce qu'on a Di Maria qui est très bon en deuxième 10 avec Neymar. Et la chose aussi où il peut progresser, c'est le jeu de tête. Il est quand même un peu léger dans le jeu de tête pour être un grand numéro 9. Drayas, qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà, enfin non, Di Maria, je réagirai après. Moi, je l'attendais là-dessus. Alors après, j'ai des problèmes de mémoire, mais il me semble avoir dit que moi, je voulais qu'il soit mis en neuf et que c'est quelque chose auquel je croyais fortement et qu'il allait progresser dans cet axe-là et très très vite. Alors après, la vitesse supersonique, d'une certaine manière, je suis pas surpris parce qu'il a toujours évolué de manière supersonique, mais ça reste surprenant. Pour ce qui est de Cavani, pour moi, c'est pas un problème parce que Cavani, à mes yeux, il est sur le départ. Alors, on a vu récemment que Cavani voulait rester, mais que Tourelle n'était pas forcément pour. Mais je pense que Cavani est sur le départ. Et de la même manière que Basto. Alors après, est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 créateurs derrière un neuf? Parce qu'on peut aussi constater que Mbappé, aussi neuf soit-il, ça l'empêche pas, comme dans le match qu'il a fait contre Toulouse, le premier, de redescendre en organisateur. D'ailleurs, on peut avoir hâte de voir ce que va marcher, ce que va donner l'association déjà avec ce qu'on a, Neymar, Mbappé. Parce que je pense qu'il y en aura de temps en temps un qui sera devant, de temps en temps l'autre qui sera devant, et il en faudrait clairement un troisième. Et là où je suis pas du tout d'accord, c'est que pour moi, avoir un bouffeur d'appel, c'est suffisant par équipe. Di Maria est un joueur qui a été essentiel cette saison et Dieu sait que j'ai eu des critiques envers lui qui étaient parfaitement injustifiées et il a vraiment apporté au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Mais justement, avec les profils qu'on a, avec le milieu qu'on a et le milieu qui a tendance à rester bas, on a besoin justement d'un joueur offensif qui ne va pas baser son jeu sur le fait de partir tout seul ou le fait d'appeler et de recevoir la balle, mais le fait d'être capable de conduire la balle. On a besoin d'un autre Neymar, enfin pas un autre Neymar, mais un autre joueur qui est bon dans les circuits de jeu et qui base pas son jeu sur les appels. Et c'est pour ça que je pense pas que Di Maria pourrait être le troisième larron de cette équipe-là. Lionel, ton avis? Je pense que Basto et Dreyas ont tout dit. Je suis assez d'accord. Moi, je m'étais posé la question dès le match contre Lyon, où lorsque on sort Cavani
après le carton rouge de Kimpembe, où je m'étais rendu compte que le fait d'avoir Neymar et Mbappé tout seuls devant permettait aux deux joueurs de s'exprimer un peu mieux et surtout d'avoir un bloc derrière capable de jouer des transitions rapides, ce qui est moins le cas quand on a Cavani. Donc cette question, je m'étais déjà posée depuis le début de la saison. Après, bon, Cavani, il est revenu. J'ai trouvé qu'on avait perdu un peu cette qualité, et sachant en plus qu'on se retrouve à mettre des fois Di Maria dans une position qui ne lui permettait pas d'exprimer complètement ses qualités, quand il y avait les 4 sur le terrain. Et je suis d'accord avec Darius, je pense que le troisième joueur serait plutôt un joueur du profil d'un Isco, capable aussi bien de venir aider au milieu de terrain, mais aussi d'être placé haut et d'être à la dernière passe et même de pouvoir marquer 5-10 buts dans une saison. Je pense que ce serait plus ce troisième joueur qui serait un joueur de ce profil-là qui serait intéressant pour compléter le trio avec Neymar et Mbappé. Alors moi, je voulais revenir sur le problème du devenir de Cavani, parce que c'est bien joli de vouloir se débarrasser de Cavani, mais une fois de plus, le contrat de Cavani a été particulièrement bien géré par le club, puisqu'il ne lui reste plus qu'une année. Cavani a un salaire énorme, il a 32 ans, je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'inciter à partir cette saison. Il a tout intérêt à rester au club, à continuer à toucher son gros chèque et à partir libre comme l'a fait Rabiot l'année prochaine. Donc, si Cavani a dit qu'il restait, je vois pas très bien ce qu'on va pouvoir faire pour le faire partir, à moins peut-être qu'on veuille le mettre au placard, comme Rabiot. C'est apparemment la nouvelle tendance au club. Non, après, il y a ce qui se fait aussi souvent, c'est tout simplement compenser la perte des salaires du joueur en lui donnant un chèque qui compensera ce qu'il perdra en signant ailleurs. S'il a envie de rester à Paris, parce que je crois qu'il a un gosse qui va naître bientôt. Oui, après, je pense qu'il a envie de jouer aussi. Et Cavani a encore une valeur marchande. Et Cavani a encore une valeur marchande en plus. Il y a des clubs qui vont être sur lui. Mais il ne retrouvera jamais le salaire qu'il a au PSG. Ah oui, mais il reste un an de contrat. Ouais. Imaginons qu'un club soit prêt à mettre 30-35 millions pour Cavani. Si sur ces 30-35 millions, on lui en laisse 7 ou 8 pour compléter la perte, pour compenser la perte de salaire qu'il aura ailleurs, ça nous fera toujours entre 25 millions dans nos poches. Et tu vas acheter Isco avec 27 millions ? Non, tu vas pas acheter Isco, mais c'est toujours ça de prix. Que de garder un joueur qui, visiblement, tu ne comptes pas dessus, quoi. C'est qu'il sera là par défaut, et est-ce que ce serait une bonne solution ? Isco, malheureusement, il aurait pu être vendu avant le retour de Zidane, mais Zidane le met dans son 11 systématiquement, et il a bien raison. Bon, on verra ce mercato palpitant qui s'annonce. Alors le gros plan, je voulais qu'on parle un petit peu faire un point sur le projet sportif et en rebondissant sur ce qu'avait rapporté le Parisien mardi, des propos prêtés à Daniel Alves qui conditionnait sa prolongation à des assurances sur l'avenir sportif du club. En clair, quelle direction sportive, quel départ, quelle recrue, quel projet pour la saison prochaine. Donc manifestement, Alves, c'est un joueur qui aurait dû sauter à pieds joints de joie à son âge et avec la saison mitigée qu'il a faite devant une prolongation, mais qui est suffisamment inquiet par le projet sportif du club pour conditionner ce cadeau tombé du ciel par des assurances d'une meilleure gestion sportive. Et ça tombe dans un moment où le PSG est totalement recroquevillé derrière la thèse du seul accident pour expliquer l'humiliante élimination à domicile contre un Manchester United bis ou terre, et qui a semblé décider comme un seul homme, une fois de plus, de ne rien changer. Tourelle a été prolongé de façon un peu surprenante dans son timing d'1 an dans la foulée. On entend qu'Entero Henrique resterait en place et surtout plusieurs prolongations seraient dans les tuyaux. Celle d'Alves, 36 ans, on l'a vu, mais aussi celle de Buffon, 41 ans. 2 joueurs qui ont pourtant montré toutes leurs limites, notamment face aux Red Devils. Alors j'avais envie de vous poser plusieurs questions sur ce thème, en mettant de côté le fait que le joueur, en regard de ses productions cette saison, n'est peut-être pas le mieux placé pour critiquer. Est-ce que vous partagez les interrogations d'Alves sur le projet sportif ? Et comment vous jugez son évolution depuis les débuts réussis du duo Léo-Carlo ? Braias ?
Déjà, je voulais réagir sur Manchester. C'est ni l'équipe bis ni l'équipe terre de Manchester qu'on a rencontré, mais la version je vais passer mon brevet demain. Ceci dit, pour Alves, est-ce qu'il a raison dans son analyse? J'ai pas lu le papier du Parisien, mais au fond, peu importe sa légitimité, parce que les questions qu'il pose sont fondamentalement justes. Maintenant, tu demandes comment est-ce qu'on juge l'évolution depuis les débuts réussis de Carlo, Léo. J'ai envie de te demander, est-ce qu'on doit vraiment juger ça? Est-ce qu'on doit vraiment reparler de Crico, de Stambouli, de la grande époque Le Tang? J'en ai perso pas vraiment envie, quoi. Ouais, à la limite, Kluivert, il y avait Casper, notre cher Casper, Draxler. Il y avait des joueurs qui ressemblaient à quelque chose, mais les Pangletang, pour moi, ça a été le summum, ça a été la quintessence du mercato. Enfin, le truc, c'est qu'on a eu un mercato qui a été intéressant depuis, mais il a été profondément incohérent. Ça a été le mercato, la doublette Kylian-Neymar. Pour le reste, il n'y a juste rien à voir, circuler. Et on peut même ajouter à ce constat que Léo avait construit une équipe pour Carlo Ancelotti, que Blanc a su capitaliser dessus la première année. Pour sa deuxième année et troisième année, c'est beaucoup plus discutable. Mais non, au niveau mercato, ça a été le marasme total, en fait. Et, que Carlo, un coach qui avait choisi Léo, ça aussi c'est important. ADF, oui, voilà. Tu choisis son coach et choisis les joueurs par rapport au coach, etc. Sauf qu'on on est resté sur ça en affaiblissant chaque année, sauf une année où on a pété le champagne en déséquilibrant l'équipe. Ouais. Grosse merde. Lionel? Moi, j'ai fait dernièrement la liste des joueurs qui ont été recrutés depuis le départ de Leonardo. Il y en a eu 24. Dans cette liste, on retrouve des joueurs comme Cabaye, Aurier, Kurzawa, Stambouli, Trapp, Krikoviak, Ressé, Meunier, Benarfa, Guedes, Berchiche, Kerrer, Choupo-Moting, Paredes et Las Diarra. Ça, j'ai noté que les joueurs qui, pour moi, n'ont pas échoué. C'est-à-dire que dans cette liste, il y a Mbappé, Neymar, qui ont le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et paradoxalement, comme a dit Dress, c'est un mercato qui est totalement incohérent, parce qu'on a mis 400 millions sur ces deux joueurs, et depuis ça, on est obligé chaque saison de dégraisser pour pouvoir amortir ces transferts. Donc on a fait un all-in sur deux joueurs, et puis derrière, on est incapable de réinvestir. Donc ce qui fait que notre équipe s'est affaiblie. En plus, comme l'a très bien dit Basto, Carlo avait été choisi par Léo. Depuis que le départ de Léo, les décisions elles sont prises à Doha. Donc, ce qui fait que on a quelque chose qui se passe à Paris, et donc les gens qui voient comment ça fonctionne et autres, et les décisions sont prises en quelque part où on ne sait pas ce qui se passe, et puis qu'ils ne sont pas, ils sont pas là au quotidien. On l'a vu à l'époque avec City, où le propriétaire intervenait constamment sur la vie du groupe et le fonctionnement du club. À partir du moment où il a décidé de mettre en place une vraie équipe dirigeante, depuis ça, City a un projet qui est devenu extrêmement cohérent, une équipe qui grandit et qui commence vraiment sérieusement à ressembler à une équipe capable d'aller gagner la Ligue des Champions. Depuis le départ de Léo, l'équipe elle a régressé. Alors, Léo il n'a pas tout bien fait, mais il a démarré un projet. L'objectif au départ, c'était de placer le Paris Saint-Germain parmi les équipes capables de gagner la Ligue des Champions. Il a su le faire assez rapidement. Au bout de 2 ou 3 ans, on avait une équipe cohérente qu'on pouvait placer en tant qu'outsider. Et depuis son départ, on se rend compte qu'il y a aucune ligne directrice, qu'il n'y a pas de... On ne sait pas où on va. Et on me dit le fair play financier. Ça ne nous a pas empêché de dépenser plus de 600 millions d'euros depuis son départ. Et on s'en rend compte que sous les 600 millions d'euros, il y en a 400 pour Neymar et Mbappé, et le reste, la grande majorité, pour des joueurs qui ne nous ont pas vraiment apporté. Le reste mal dépensé. Comment ? Le reste mal dépensé. Ah ouais, très très mal dépensé. Et
Mais quand on regarde, et ça me fait penser à la question qu'avait posée Basto lors des derniers podcasts, est-ce que les supporters sont aussi responsables? On se rend compte que beaucoup de supporters disent mais on a le fair play financier. Tout le monde trouve des excuses à notre échec, alors que pour moi, la première excuse, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les compétences, surtout au niveau sportif, dans le domaine sportif, pour pouvoir mener un tel projet. Et tant qu'on ne mettra pas quelqu'un en place ou une équipe dirigeante autour déjà on a Jean-Claude Blanc du côté marketing qui est très bon, mais il nous faut quelqu'un du côté sportif qui connaît le football, qui est capable de mener un tel projet. Et tant qu'on n'aura pas ça, on pourra dépenser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'est pas pour autant qu'on verra des choses intéressantes se mettre en place. Basto, tu as quelque chose à ajouter là sur ces constats? Oui, déjà sur Alves, moi il y a un truc qui me dérange, c'est que ce constat vienne de lui, qui n'est là que depuis 2 ans et non pas de la part d'un des anciens du club. C'est une des premières fois où le sujet du manque de garantie de l'effectif et avec une demande de renouvellement profond est posé sur la table. Et donc ça Rabiot l'avait dit lorsqu'il donnait les explications de sa non-prolongation. C'est vrai. Mais ça ne fait pas partie des cadres qui sont là depuis des années. Alors après, oui, Alves n'assure pas forcément vraiment sur le terrain cette saison, même s'il a fait des prestations nettes. Mais au moins, il tente quelque chose pour faire bouger les lignes, alors que c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, Olivier, est en fin de carrière, donc ce ne serait pas forcément lui de faire ça. Mais face à l'immobilisme général qui habite ce club, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Par rapport à Léo Carlo, je pense que la liste qu'a cité Lionel des recrues post-Leonardo est assez évoquante. Je rappellerai juste que sous Léo, toi, des recrues à la Bernat cette année où on dit c'est bien, sous Léo, il y a eu des Maxwell, il y a eu des Alex, il y en avait pas mal de genres de recrues. Verratti, ça peut être comparé à Joe qu'on a revendu tout de suite. Le problème, c'est que Verratti, on l'a pas revendu au moins d'un an. On l'avait acheté moins cher Non, 8 millions et Joe, c'était 6. Ouais. Je pensais que c'était plus cher. Et par exemple, on parlait certains supporters, moi, j'étais pas forcément de cet avis, mais une majorité des supporters parlaient, par exemple, de joueurs comme l'avait dit ou Van der Wijck comme des flops, mais c'est des joueurs qui étaient fiables en Ligue des Champions. Donc même nos flops relatifs étaient des joueurs qui, à l'arrivée, apportaient satisfaction, du moins dans les gros matchs, alors que c'est plus du tout le cas maintenant. Le seul flop de l'époque, c'était Lugano, mais Lugano, c'est un cas particulier, c'est paradoxal. C'était un joueur à 3 millions, quoi. C'était pas un mec dont on a mis 40 millions. Et c'est paradoxal, parce qu'on sait le joueur. Il y a eu Lucas Digne aussi, sous Leonardo. Il y a eu quelques flops. C'était des flops qui étaient noyés dans des réussites. Maintenant, c'est un peu le contraire. C'est des réussites qui sont noyées dans des flops. Et Lionel a donné sa liste. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Alors, on constate ce mauvaise gestion du projet sportif. On le constate année après année. Et année après année, on ne voit aucun recentrage, aucune réorganisation, aucune remise en cause. C'est encore plus frappant cette année où l'élimination est totalement ridicule et elle se solde finalement par une thèse de l'accident qui permet de repartir comme si de rien n'était. Est-ce que finalement on ne s'est pas mépris sur la réalité du projet du PSG? Est-ce que le projet du PSG est réellement un projet sportif? Est-ce qu'ils n'ont pas vite compris qu'ils n'arriveraient pas rapidement à gagner la Ligue des Champions, qu'ils n'arriveraient pas rapidement à se libérer de la tutelle exclusive des contrats aidés par le Qatar et donc ils n'auraient pas les moyens financiers d'atteindre les grands clubs? Et finalement, l'achat de Neymar et Mbappé, auquel se résume toute leur politique de recrutement depuis 2 ans, n'est-il pas plus un recrutement d'image qu'un recrutement sportif? On ne peut pas acheter à côté d'eux parce que tout a été vampirisé par Neymar et Mbappé. On n'a pas les moyens de sponsoring suffisants pour compenser la perte de QTA, s'ajoute là-dessus les 2 éliminations au 8e. Donc finalement, est-ce qu'ils ne se contentent pas de Neymar et Mbappé pour appuyer leur projet d'image qui est prégnant dans leur politique de soft power? Il y a eu cette même semaine un article de Bruno Satin, qui est un agent de joueur bien connu et qui a dit que hors sportif, finalement Mbappé et Neymar rapportaient autant que par le sportif. Donc, est-ce que le Qatar n'a finalement pas fait ce choix-là
de laisser un petit peu de côté la réussite sportive pour se contenter de s'appuyer sur les images de Neymar et Mbappé pour faire avancer la leur. Lionel. Alors, je vais juste rectifier, Bruno Satin, il est agent pour les clubs, mais pas agent de joueur. Et il a été agent de joueur. Il a été, mais aujourd'hui, Oui. il s'occupe uniquement du côté club. C'est lui qui est contacté par les clubs, mais il n'est plus agent de joueur. Le souci, c'est, je comprends quand on parle d'image, mais le problème, c'est que à partir du moment où un projet est aussi mal géré depuis quelque temps, Neymar et Mbappé ne cachent pas les défauts du projet du Paris Saint-Germain. Et quand on voit la gestion, par exemple, de Ben Arfa la saison dernière, aujourd'hui de Rabiot, et de l'effectif qui n'est pas construit ou autre, on a l'impression que ça donne plus une image d'un pays qui a énormément d'argent, mais qui n'est pas capable de mettre en place quelque chose de cohérent. Alors, je ne sais pas si ça valorise l'image du Qatar, ce transfert Neymar-Mbappé, parce qu'aujourd'hui, ça a donné une image au Paris Saint-Germain d'un club qui ressemble aux Harlem Globetrotters, qui se balade en Ligue 1, et en Ligue des Champions qui se fait à chaque fois fessé dès que le niveau augmente, ou même sans que le niveau augmente, parce que contre Manchester, on n'a pas eu besoin d'avoir une équipe de haut niveau en face de nous pour sortir, on l'a fait tout seul, comme des grands. Donc, je pense que s'ils pensent que Neymar et Mbappé permettent de valoriser leur image, je pense qu'ils se trompent. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce soit au niveau même au niveau des supporters, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un certain détachement au niveau du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quand tu regardes un match du Paris Saint-Germain, moi, personnellement, je le regarde d'un œil, en même temps, je fais les choses à côté. Je pense que si vraiment, pour eux, Neymar et Mbappé leur permettent de valoriser leur image, je pense qu'ils se sont trompés. Je pense que ce que valoriser leur image, c'est de montrer qu'ils sont capables de prendre une équipe comme le Paris Saint-Germain, ce qu'ils avaient fait dès le départ, jusqu'à ce que Léo parte, et mener cette équipe à un très haut niveau, même s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, mais si on avait vu des choses cohérentes, avec vraiment une mise en place, mettre quelque chose en place de très cohérent, je pense qu'ils seraient beaucoup plus valorisés leur image. Alors, on critique beaucoup, tout n'est pas à jeter, parce que ils ont rempli l'armoire à trophées. Là, ils sont en train de construire un centre de performance qui sera de très haut niveau. Donc, il y a quand même des choses qui ont été bien faites. Mais sur ce qui est l'atout principal, ce qui est le truc principal dans un projet sportif, c'est-à-dire le côté sportif, il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites sur les dernières saisons. Et je suis pas sûr que dans cette stratégie de soft power, que ça soit aussi valorisant d'avoir pris Neymar Mbappé sans à côté assurer les performances du club. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'après l'élimination en huitième de finale dans les conditions qu'on a vues, Accor a communiqué en disant que ça ne changeait strictement rien par rapport à leur projet de sponsoring, que pour eux c'était quelque chose de long terme, qui ne s'arrêtait pas à des résultats sportifs. On se demande si finalement l'image de Neymar et Mbappé, associée au succès sportif remporté en Ligue 1, comme tu dis, ils ont rempli l'image de l'armoire au trophée, finalement ça ne suffisait pas à concrétiser la réalité et la vérité de ce projet. Qu'est-ce que tu en penses, Basto ? C'est toujours compliqué à comprendre ce que veut vraiment faire le Qatar. Maintenant, c'est sûr que quand on voit qu'on veut encore prolonger Alves, que l'on va augmenter Buffon, avec pour chacun évidemment à la clé un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde à Qatar, on est obligé d'au moins de croire que l'image est au moins aussi importante pour eux que le projet sportif, si ce n'est plus. On avait déjà parlé dans le passé des risques de prendre Neymar et Mbappé en même temps, avec le risque d'avoir une structure d'équipe qui n'est pas équilibrée. Ça ne nous a pas donné tort malheureusement. Et si on ne sait pas quels seront nos moyens cet été, on peut être sûr que, quoi qu'il arrive, Paris préférera garder ces deux joyaux, quitte à rester sur un effectif déséquilibré et faible en quantité. On a vu un nombre de fois hallucinant cette saison, peut-être une dizaine de matchs où Tourelle a dû aligner 5 ou 6 remplaçants au lieu des 7 possibles, parce qu'il n'y a pas de profondeur d'effectif dès lors qu'il y a 3 ou 4 absents. C'est quand même assez préoccupant pour un club du standing de Paris qui se veut d'aller loin en Ligue des Champions. Donc à partir de là, faudra prier pour que le métatars de Neymar tienne. J'ai l'impression que vendre un joueur important est perçu par QSI pour un échec.
on peut parler de tous les cadres qui sont à Paris et qui finissent leur carrière à Paris. Je ne parle même pas de Neymar ou Mbappé qui, eux, sont des joyaux par rapport à ces cadres-là. Mais j'ai l'impression que pour eux, vendre un joueur qui était important au départ est perçu comme un déficit d'image, alors que plusieurs grands clubs savent se séparer de cadres à des moments donnés. Mais le Qatar, j'ai l'impression pour eux à croire que nos humiliations répétées en Ligue des Champions sont moins graves que de perdre certains cadres. Regarde le Bayern et la Juve de moins en moins. Le Bayern n'avait pas hésité à se séparer de Kroos, la Juve quand ils ont... Oui, non, mais après leur Ligue des Champions, quand ils vendent Pogba, je te parle de récemment. De moins en moins. Non, c'est un renouvellement continu. Hein. Le constat que tu fais, je trouve qu'il était vrai jusqu'à il y a 5 ans et il est de moins en moins vrai aujourd'hui. Rayas, toi, sur ce point? Moi, à la base, j'avais écrit a-t-il déjà été autre chose? Est-ce que le Qatar a vraiment mis autant de pépettes sur la table pour autre chose que l'image internationale et le principe, comme tu le nommes si justement, du soft power? Non, et à aucun moment. Maintenant, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que disait Lionel sur le fait de s'être trompé. Non, ils ne se sont pas trompés. Le Qatar avec le Paris Saint-Germain est en train d'atteindre son objectif indépendamment des résultats sportifs et je rebondirai sur la partie invitée à la table enfin sur la dernière question. Mais tu regardes les résultats en termes de réseaux sociaux, les résultats Instagram, machin, bidule chouette, les résultats en termes de visibilité en Asie, etc. Et ça marche parce qu'on a résolu ça. Donc malheureusement, on peut pas dire qu'ils se sont plantés en fait, si tu veux. Ça a réussi. Alors ça n'a pas réussi de la manière avec laquelle nous on voudrait, mais ça fonctionne quoi. Ouais, l'image est pas si mauvaise que ça du Paris Saint-Germain. Et quand on privilégie pas d'image au sportif. Oui, mais par rapport à ce que disait Lionel, c'est que ce serait mieux si, pas forcément en fait. Pas forcément. Alors après, c'est sûr que pour nous, ce serait plus sympa si... Et sans doute, ce serait plus efficace s'ils intégraient du beau jeu au mix. Mais peut-être qu'ils se disent que le risque en vaut pas la chandelle. Après, à leur décharge, il faut quand même rappeler quelque chose. C'est que quand ils achètent le Paris Saint-Germain, le FPF, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas annoncé. C'est pas prévu que ça arrive. Et c'est quand même un espèce de truc qui débarque, qui n'est pas prévu dans le planning, qui complique bigrement la tâche et c'est l'excuse qu'on pourrait leur trouver en fait par rapport à ça, mais c'est l'excuse qu'on pourrait leur trouver si on se place dans notre raisonnement à nous de supporters. Dans leur raisonnement à eux, c'est même pas une excuse, c'est une circonstance et grosso merdo l'objectif ils sont en train de l'atteindre. Et tu veux, le FPF ils ne l'attendaient pas, mais comment ils répondent au FPF? En achetant des joueurs au-dessus de leurs moyens. Donc, l'achat de ces joueurs au-dessus de leurs moyens, qui va les gêner pour construire un effectif performant autour d'eux, me fait dire que cet achat n'a pas besoin de résultats sportifs pour être rentable pour eux. Et moi, c'est comme ça que j'interprète la chose. L'achat Neymar et Mbappé est un achat qui se passe de résultats sportifs, qui se suffit à lui-même, qui est capable d'être une caisse de résonance tellement forte, parce que Neymar, c'est un produit mondial, c'est une marque mondiale. Mbappé, c'est en train d'en devenir une, par leur seule présence au sein du club, indépendamment des résultats sportifs. C'est un investissement réussi. Alors, juste pour répondre à l'adresse concernant le fair play financier, le fair play financier a été voté en 2010. Paris Saint-Germain a été racheté en 2011. Personne n'a fait voir la vague quand même. Ah si, ça a été voté en 2010 avec les règles établies et qui devrait s'appliquer à partir de la saison 2014-2015. Donc tout le monde était, enfin en tout cas les dirigeants de clubs étaient au courant que le fair play financier à partir de 2014-2015 aurait été mis en application et c'est ce qui a été fait. Donc ils étaient au courant dès le départ qu'il y aurait eu le fair play financier. Je ne savais pas, merci Lionel de le préciser. Mais ce qu'ils ont espéré, c'est que les 200 millions qu'ils présentaient dans ce budget venant des sponsors étatiques allaient passer. Et ils se sont fait coincer parce que ça ne correspondait pas à l'esprit du FPF où tu dois dépenser uniquement les recettes du foot. Or, les recettes du foot, ils n'ont pas choisi le bon club pour ça, parce qu'il évolue en Ligue 1 avec des audiences médiocres, des droits télé médiocres, et voilà. Donc, ils se sont retrouvés piégés par leur manque de possibilité de générer des recettes avec le foot. Bon, ils sont passés outre, ils ont choisi d'investir totalement le projet sur Neymar et Mbappé.
Maintenant, quand tu vois le résultat et que tu vois qu'il ne change pas de politique, hein, tout va être fait pour conserver coûte que coûte Neymar et Mbappé en continuant d'appauvrir l'effectif autour. Quand tu vois le nombre de joueurs en fin de contrat en juin de l'année prochaine, des joueurs qui sont des joueurs âgés, des joueurs qui ont des salaires considérables, comment veux-tu renouveler un effectif dans ces conditions-là? Pour moi, tu projettes beaucoup dans ta dernière remarque. Alors, tu as peut-être raison, hein, mais on va voir. Maintenant, je voulais réagir à une petite remarque qu'a fait Bateau quand il disait que c'était pas standing PSG. Peut-être que tu fais référence au milieu des années 90 pour dire ça, mais si on regarde l'histoire du PSG, enfin, pas standing PSG, si c'est standing PSG, le fait de pas forcément être bon. Si. Bah non, j'ai pas dit ça. Si. Bon, on va terminer parce qu'on va raccourcir un peu. On a déjà beaucoup pris de temps. Bon, sans vouloir noircir le tableau, mais si on veut analyser d'un œil un peu objectif ce qui est en train de se passer, après 4 éliminations de suite en quart de finale, puis 3 éliminations consécutives en huitième de finale, finalement, le PSG n'est-il pas devenu un club étape, une marche intermédiaire pour préparer l'accès au très haut niveau? Ce dont finalement les dirigeants se contentent. On voit que les 3 derniers coachs qu'ils ont recrutés étaient des coachs en progression, qui n'étaient pas des coachs qui avaient un palmarès au plus haut niveau extrêmement important et qui étaient pour eux la garantie de ne pas avoir les exigences qu'ils avaient eues avec Léo et Carlo et qui donc se contenteraient d'un projet qui sur le plan sportif n'était peut-être pas forcément ce qu'ils auraient souhaité. Et donc on voit que ce club devient ça, c'est-à-dire le point de départ, le point étape vers une autre projection dans la carrière. On peut considérer un peu Mbappé, sa signature de cette façon-là. Il avait démarré le haut niveau à Monaco. Bah, il passe par Paris Saint-Germain qui lui permet de s'affirmer un petit peu plus au haut niveau et il prépare son passage dans un top club dans 1 ou 2 ans. Voilà, est-ce que ce projet finalement n'aboutit pas à ce positionnement du PSG, non plus comme un top club comme il l'espérait, mais comme un club étape? Basto, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, j'ai envie de dire que c'est un club où il fait bon vivre, où la soupe est bonne. On a des joueurs qui sont prolongés à prix doré, même lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction ou qu'ils baissent de statut. On a des joueurs qui sont protégés, surprotégés, que ce soit par le staff, les dirigeants, même les supporters. On l'a dit les derniers matchs, qui préfèrent voir ou rejeter la faute sur 2-3 erreurs d'individualité ou parler d'accidents plutôt que de pointer les problèmes globaux et récurrents. On a un coach qui se voit proposer une prolongation de contrat avant même le match retour et qui a croqué sur certaines recrues, comme Kierare Choupo-Moting, où on sait qu'il a pris certaines commissions. On a un DS qui, lui, enchaîne les transferts à rétro-commission. Ça, c'est standard, mais bon, ça fait bien vivre. On peut faire croquer les copains, on peut faire croquer ses proches du milieu. Tout le monde est content. Et on a des dirigeants, que ce soit autour du clan Nasser, qui protègent aussi tous leurs petits intérêts. On rappelle l'anecdote du chauffeur de Nasser qui est passé à la com alors qu'il est analphabète, qui est maintenant bien célèbre. Mais bon, ça fait référence au fait que ce soit en bas ou en haut, tout le monde est content, tout le monde croque plus ou moins. Après, au Qatar, on ne sait pas grand-chose au final. Ils sont assez secrets de ce qui se passe vraiment au Qatar. C'est difficile de savoir le ressenti, même si on peut penser que dans leur lutte géopolitique, ça ne doit pas leur faire plaisir d'être un peu humiliés en direct sur la scène européenne. Après, à ta question, est-ce que c'est un club intermédiaire ? Oui et non, car les joueurs qui arrivent à Paris, finalement, ils se retrouvent un peu prisonniers de ce système. Ils sont contents de rester. C'est pour ça que prisonniers, entre guillemets, ils sont contents de rester, mais dans le fait qu'ils peuvent plus partir, que ce soit, même s'ils ont envie, puis finalement, ils restent sans aller au clash, parce qu'ils sont quand même contents, ils savent qu'ils vont pouvoir être augmentés tranquillement. Et on voit beaucoup de joueurs qui finalement restent 5-6 ans, voire finissent leur carrière depuis le QSI. Après, sur le sujet du coach, oui, on a l'impression que les dirigeants sont un peu traumatisés, peut-être du passage de Carlo, où l'entraîneur était plus important qu'eux. Et notamment, on le voit dans la précipitation de prolonger les coachs. Carlo est parti libre au Real. Et depuis, on a vu qu'on s'est précipité pour prolonger Blanc. Là, on prolonge Tourelle entre 2 matchs de huitième de finale. Et avant même une qualification. Donc il y a peut-être ce traumatisme du côté du Qatar de finalement donner les clés à des entraîneurs qui sont plus en devenir, qui feront peut-être moins d'ombre et parier sur des cycles à court moyen terme, sur comme tu dis, des coachs en devenir. Et d'ailleurs, l'après-Tourelle sont tout tracés puisque Mota attend dans l'antichambre. Arias ?
Déjà, avant de répondre, parce que là, pour le coup, je voulais lire ma réponse. Je veux juste réagir à un truc qu'a dit Basso. La prolongation entre Blanc et Tourelle est incomparable. Là, tu es en train de prolonger un coach à sa première année, en sachant que l'année prochaine, ça peut. Entre un match aller, match retour. Oui, mais en sachant que l'année prochaine, ça peut fonctionner. Quand c'est Blanc, tu es en train de le prolonger après 3 échecs, alors que. Non, 2 échecs, t'en sais rien. Tu viens de passer les 8e contre Chelsea. Oui, mais non, c'est incomparable, c'est incomparable. Là, Tourelle, potentiellement, il est encore beau, il est encore neuf, il peut devenir beau. Blanc, il était déjà pourri jusqu'à l'os à l'époque. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, j'en reviens à ce que je voulais répondre à la base, mais c'est incomparable, c'est incomparable. Déjà, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un club étape? Neymar ne valide pas ta question, Olivier. Ceci dit, je ne pense pas. Comme l'a dit Basto, quel joueur important est parti de Paris pour l'instant? Il n'y en a juste pas. Maintenant, si l'analyse que cache ta non-question me paraît justifiée à l'endroit des coachs, à l'endroit des joueurs, même si la supercherie commence à se voir, elle marche encore un peu. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, bah écoutez, Lionel, peut-être. On va pas tarder à conclure en se disant que finalement, les réponses à toutes ces questions, elles vont nous être apportées par ce qui va se passer dans ce mercato de cet été. Donc pour le coach, c'est déjà pratiquement réglé, même s'il n'a pas voulu le confirmer. Pour Antero Henrique, tous les signaux vont dans le sens de sa prolongation. Et si il y a une profonde nécessité de remaniement de l'effectif, on se demande comment on va pouvoir le faire. Alors que va commencer la prise en compte des charges, transferts et salaires de Junior et Kiki, parce que les moyens vont être encore plus limités après une nouvelle élimination en 8e. Le départ gratuit de Rabiot, on perd le joueur et les moyens de le remplacer. Les ventes impossibles ou difficiles d'autres en fin de contrat dans un an, qu'il s'agisse de Cavani, Silva, Meunier et Kurz. Et puis la probable nouvelle décote des contrats qataris avant leur interdiction définitive l'année prochaine. Donc comment pensez-vous qu'il va être possible de faire quelque chose, ou pour vous, ça vous semble définitivement impossible et on va devoir jongler entre prolongation de joueurs dont on ne voudrait pas forcément garder, ou achat de joueurs libres comme pourrait l'être Ander Herrera? Lionel, comment vois-tu les choses à ce mercato? Après, il y a 2 manières de se positionner. Soit on est pragmatique et on décide de se séparer de l'un des cracks, c'est-à-dire Kylian ou Neymar. Tu y crois? Non, mais ça, je pense, c'est ce que moi j'aurais fait. C'est on n'est pas pragmatique, mais je pense que cette solution, il faut l'oublier tout de suite. Et à partir du moment où on va mettre du scotch sur cet effectif, en mettant un derrière au milieu de terrain, en prolongeant, comme tu as dit, peut-être Buffon et Alves s'il veut bien rester. Et après, on verra, parce que comme on a discuté, Cavani, ce serait peut-être intéressant de prendre un billet dessus, mais avec 25 millions, est-ce qu'on sera capable de recruter un joueur, même pas à son poste, mais même un joueur pour pouvoir compléter le trio, peut-être pas. Silva, Meunier, Kurzawa, s'ils sont vendus pour pouvoir compléter le budget des transferts, il faudra quand même les remplacer, donc c'est reporter le problème. Donc, sincèrement, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est compliqué de comprendre ce qui va être mis en place pendant ce mercato. Il faudra voir quels sont les sponsors, est-ce qu'il y aura vraiment une décote. Il y a pas mal de questions auxquelles on est incapable de répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas une véritable visibilité sur le futur du Paris Saint-Germain. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il aurait fallu vraiment régénérer cet effectif et qui aujourd'hui, quand on voit la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain, est toujours celle, si on intègre Neymar, Mbappé, mais elle est composée de joueurs toujours recrutés depuis 2013. Donc ça fait quand même, comme j'ai dit, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de vraies bonnes recrues qui ont apporté une vraie plus-value au Paris Saint-Germain.
si on retire Neymar et Mbappé du recrutement ces dernières années. Basto, comment tu le vois, ce recrutement? C'est compliqué de savoir quels moyens on aura réellement cet été. Maintenant, pour ta question de renouvellement de l'effectif, oui. Moi, quels que soient les moyens, je suis pour un grand renouvellement des joueurs qui étaient déjà là lors du 6-1 et qui l'étaient encore lors contre United. C'est le moment de... Je vais peut-être sauver Marquinhos et Verratti dans ces joueurs-là. Le reste, je pense, personne n'est intransférable dans ces joueurs-là. Et encore Verratti, ouais, peut-être à voir, mais je le sauvegarde quand même à l'arrivée. Parce que c'est compliqué de trouver un joueur de ce profil. On a déjà vrai. Beaucoup de milieux à Non, mais à c'est chercher. vrai, mais c'est la problématique de joueur. Il est compliqué, tous les mais autres peuvent, en cas de bonne offre, être au moins discutés. Maintenant, comment faire? Ça dépendra du budget. Si on continue sur un budget où il est compliqué, sachant que le Qatar va garder Neymar et Mbappé, il y a cette idée de pouvoir recruter des joueurs libres pour au moins avoir un effectif de 17 joueurs avec éviter de bricoler en permanence, au moins d'avoir des solutions de remplacement quand on a des blessures. Donc, par exemple, Real United, effectivement, qui arrive libre, c'est une bonne idée. On sait que la Juve, dans ses choix intelligents de transfert, a pu recruter des joueurs comme Emre Can, comme Khedira, là encore Ramsey qui arrivera cet été. Donc ça, c'est une solution à nos problèmes si vraiment on n'a pas d'argent, c'est aller chercher des gens confirmés pour au moins être dans les 15-16 qui joueront et permettre un groupe plus étoffé et permettre moins de bricolage. J'ai juste ça à dire. Après, éviter les erreurs de casting et savoir mieux gérer nos ventes quand on voit qu'on va vendre Gio 25 millions qui risque d'être vendu 50 ou 60 dans un an, ou qu'on voit qu'on aurait pu vendre Rabiot cet été 40 qui va partir libre. Il y a des questions qui se posent, mais c'est une question de compétence, c'est même plus une question de moyens à ce moment-là. Marias? J'ai envie de dire, oh là là, le Olivier des mauvais soirs et de sortie. Oh là là. Oh là là. Pour la décote, par contre, c'est peu probable vu que le fameux contrat, il n'existera plus l'année prochaine et que le TAS a un peu mis à froid toutes les attaques. Mais même sur le TAS, il y a finir par une note un petit peu d'espoir. C'est comme l'a dit Basto, tout le monde parle, tout le monde a un avis dessus sur le FPF, mais fondamentalement, personne ne sait rien. On ne prend pas en compte les pots de vin, les arrangements, les principes géopolitiques qui s'appliquent maintenant au football, parce qu'on sait tous maintenant que le football est tout sauf du football et des accords qui nous dépassent et qui nous passent bien au-dessus de notre tête. Mais ouais, il y a un motif d'espoir et il est simple, c'est qu'on commence à être installé de la même manière que tout à l'heure, j'étais en train de dire que c'était un succès en dépit des résultats en Ligue des Champions. On commence à être installé, on commence à être un peu news au niveau des nouveaux clubs. C'est-à-dire qu'on fait partie, mine de rien, du groupe des grands clubs. On peut constater que le Bayern commence à dépenser plus d'argent et commence à renoncer à ces trucs. On peut constater que cette Super League qu'on est en train, et que moi qui me fait peur, mais d'une manière violente, est en train de s'installer pour devenir bientôt une réalité, que le Paris Saint-Germain est dedans sans discuter. Et je pense qu'il y a moyen que l'UEFA commence à nous lâcher un peu de l'Est, arrête de nous prendre la tête comme ça, qu'on commence à avoir certains passe-droits qu'on n'avait pas avant. Parce que tout simplement, on fait partie du groupe maintenant et voilà. Mais c'est juste, il y a un moment où il faut faire le deuil du football pour constater que le football est devenu autre chose. Surtout quand, à la limite, tu vois, quand tu es dans un autre club de Ligue 1, mais quand tu es au Paris Saint-Germain, tu fais partie de cette caste, tu as été propulsé dans cette caste par les Qataris, des grands clubs, et le football est devenu autre chose, est devenu une autre réalité où des notions qui n'ont juste rien à voir avec le foot se mélangent. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on fait partie du groupe. Alors moi, je vais remettre ma casquette des mauvais jours et je te trouve bien optimiste sur la volonté de l'UEFA de trouver des arrangements pour nous, ce qu'elle n'a jamais fait depuis que le club est là. On a subi des décotes successives, on a été condamnés. L'année dernière, on a été obligé de vendre un catastrophe pour 50 millions de joueurs parce qu'il fallait qu'on finisse d'équilibrer l'exercice. La décision que le TAS a rendue, c'est une décision sur la forme et pas du tout sur le fond. L'UEFA avait décidé de faire appel de la première décision de la Commission qui nous exonérait des exercices passés et redemandait un nouvel examen pour imposer une nouvelle décote qui aurait pu être rétroactive et déséquilibrer les exercices précédents. Ils ne nous ont jamais lâchés et je vois pas pourquoi ils nous lâcheraient cette fois-ci. D'autant que il n'y a pas grand monde dans les top clubs qui nous pardonnent d'avoir arraché
Neymar et Mbappé et de voir en plus qu'on est incapable de s'en servir pour pouvoir avoir des résultats sportifs à la hauteur. Donc moi, je ne compte absolument pas sur une quelconque mansuétude de l'UEFA. Elle a vécu pendant très longtemps sans le PSG. Elle continuera à vivre longtemps également sans lui. Et puis, elle fera tout pour qu'on soit obligé de vendre Neymar et Mbappé. Je crois que c'est ce qu'attendent les grands clubs et c'est ce qu'attend l'UEFA elle-même. Mais bon, on va voir comment va se passer ce mercato. Olivier, tu oublies un élément pour toi, un élément important pour moi qui est le transfert de Frenkie de Jong. C'est le Barcelone nous l'a mis à l'envers et d'une certaine manière ça rééquilibre un petit peu l'histoire de Neymar et je pense que la colère des clubs, tu vois, la position sur laquelle était le Bayern Munich, qui était de très loin le club le plus critique vis-à-vis du Paris Saint-Germain, excepté le FC Barcelone, mais pour des raisons historiques avec le transfert de Neymar, etc. Et ben, elle a beaucoup changé parce que le Bayern Munich a commencé à mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Enfin, les lignes ont bougé clairement et on verra. Mais en tout cas, le transfert le contrat qu'ils étaient en train de décoter, ce contrat n'existe plus en 2019. Donc, après, Bayern n'a pas dépensé depuis 5 ans quasiment. Oui, mais là, ils sont lâchés. Ils peuvent. Bon, ben voilà, on va terminer comme ça ce podcast pas très optimiste, où on s'est plutôt ennuyé sur les matchs en cours et on attend une fin de saison qui risque de guère être beaucoup plus satisfaisante. Je crois qu'on a tous du mal, nous en tout cas, à se remettre de ce qui s'est passé contre Manchester United. On a pris un grand coup dans la gueule alors que il y avait eu plusieurs signaux positifs sur ce que malgré cet effectif limité, Tourelle avait été capable d'en faire. Voilà, tous les problèmes ressortent un petit peu et nous font douter du club. Maintenant, on finit sur la note d'espoir de Drayas et en espérant que l'UEFA va nous sortir de la mouise. On verra ça dans les semaines qui suivent. On vous dit bonsoir et on vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez eu le courage de le faire. Bonsoir Lionel. Bonsoir Olivier, bonsoir Drayas, bonsoir Basto. Salut Basto Drayas, je suis obligé de citer les deux en même temps vu qu'ils sont côte à côte. Merci de me mettre dans ce lot. Mais Olivier, de ta remarque, je me sens sale. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Salut à tous.